t'as galéré dans une rue boueuse qui pue un mélange de crottin de cheval et de soupe douteuse. Bien sûr, il pleut, ou ça vient de finir, donc tout est glissant, y compris ta seule paire de pompes. T'es crevé point E, t'as la dalle, et tu t'es presque fait écraser 2 fois par une charrette pleine de navets. T'as besoin d'un godet. Alors, comment tu trouves une taverne dans une bourgade médiévale? Y a pas d'enseigne lumineuse, pas d'avis Yelp, et encore moins de GPS. Ce que t'as, c'est tes oreilles. Alors, écoute le bruit. Quelque part, après la forge du forgeron et le poissonnier qui braille sur ses anguilles de rivière fraîchement pêchées, il y a un chœur de rire, de hurlements, et un mec qui chante comme un bourrin une chanson sur une oie. Et voilà, enfin. Un bâtiment en bois tout tordu, qui penche un peu, comme si l'architecture elle-même avait déjà trop picolé. Au-dessus de la porte, une enseigne en bois à peine lisible, avec un dessin grossier. C'est quoi? Un tonneau? Un ours? Les deux? Bref, c'est ici. Bienvenue à la taverne. La marche d'entrée est glissante à cause de la bière renversée, et quand tu pousses la lourde porte au gond en fer, elle lâche un grincement tellement long et théâtral que ça pourrait presque être un spectacle à part entière. Direct, l'air chaud et le parfum capiteux de fumée, de laine mouillée, de bière rance et de viande indéfinissable te claquent au visage comme une poignée de main d'un ivrogne. T'as réussi. À l'intérieur, le plafond est si bas que les grands doivent se baisser, et les soules se cognent la tête. Le sol, c'est de la terre. Pas métaphoriquement, hein, vraiment. Bon, y a de la paille par-dessus pour faire genre c'est plus propre. Mais ça marche pas trop. Pas de coin privé, pas de serveur avec des menus, et surtout pas de conversation discrète. C'est une taverne médiévale, et y a que 2 options, ambiance survoltée ou fermée pour cause d'incendie. Tu repères une place libre sur un banc bancal près du foyer, mais c'est trempé. Avec quoi? Tu préfères pas savoir. Pas loin, un mec est en train de se prendre le bec pour un poulet volé. Un autre est complètement pété, une louche encore à la main. Et un chien borgne ronge un os sous une table, comme s'il payait un loyer. Et tout ça, c'est juste l'entrée. T'arrives à peine et ça sent déjà la soirée mémorable, ou à oublier. La lourde porte de la taverne claque derrière toi, et l'obscurité t'enveloppe comme une couverture en laine humide. Chaleureux, inconfortable, et un peu louche. Tes yeux s'habituent lentement. La lumière des bougies vacille sur les murs noircis par la suie, projetant des ombres dansantes qui font même ressembler les chaises à des bagarreuses potentielles. Le foyer crépite dans le coin, servant à la fois de chauffage et de risque d'incendie en plein air. La fumée flotte paresseusement dans l'air, sans parvenir à s'échapper par la cheminée, qui doit être bouchée par un corbeau mort. Mais ce qui te frappe le plus, c'est pas le bruit, ni la chaleur. C'est l'odeur. Le parfum d'une taverne médiévale, c'est moins de l'aromathérapie que du traumatisme émotionnel. Les notes de tête, c'est de la bière, chaude, aigre, et généreusement éclaboussée sur toutes les surfaces. En dessous, de la sueur. Des années de sueur. Humaine, de cheval, et peut-être même de créatures mythiques. Ajoute une touche de pain moisi, de paille mouillée, et un soupçon d'oignon bouilli, et t'as un mélange qu'aucun parfumeur n'oserait embouteiller. Les tables sont gravées d'initiales datant de plusieurs années, de dessins grossiers et de cicatrices de couteau. Elles branlent d'une fierté têtue. Les bancs grincent sous le poids des bottes boueuses, des capes épaisses et des décisions discutables. Le sol, comme promis, c'est de la terre, mais recouverte de paille censée absorber les éclaboussures, les crachats et les clients inconscients occasionnels. Tu marches prudemment. Un faux pas et ton pied s'enfonce dans un truc dont il vaut mieux ne pas décrire la texture. La foule est un organisme vivant et qui respire. Des rires forts éclatent dans un coin, tandis que 2 mecs se disputent le prix d'un cochon dans un autre. Une femme claque sa chope sur la table assez fort pour en renverser la moitié, et personne ne bronche. Un mec à la table d'à accent grave côté te fixe avec le regard hagard de quelqu'un qui est soit en train de réfléchir profondément, soit en train d'oublier comment marchent les chaises. Quelqu'un à proximité éternue. Toute la partie gauche de la pièce se penche collectivement dans l'autre sens. Et pourtant, malgré l'agression massive sur tes sens modernes, il y a quelque chose d'accueillant ici. La taverne est vivante. Elle est brute, authentique, et complètement sans filtre. La version médiévale d'un centre communautaire, l'hygiène en moins et 400% de hurlements en plus. Tu trouves ta place. C'est un peu humide. C'est probablement maudit. Mais pour l'instant, c'est à toi. Au premier coup d'œil,
l'agencement de la taverne donne l'impression que quelqu'un a disposé les meubles pendant un tremblement de terre, et a juste décidé de laisser les choses comme ça. Pas de plan, pas de bar, pas de coin douillet au fond. Juste un étalement désordonné de tables, de bancs, de tonneaux, et de caisses en bois qui servent de siège. Tout est trop près ou trop loin, selon ton degré d'ébriété. Le foyer est la seule véritable pièce maîtresse. Un grand feu ouvert rugit contre un mur, faisant de son mieux pour fournir chaleur, lumière, et une bonne dose d'inhalation de fumée. Autour, les gens se pressent pour se réchauffer, comme des papillons de nuit avec des chopes. Ceux qui ont les meilleures places monopolisent la chaleur. Les autres, bah, c'est à ça que sert la bière. Le bar, si on peut appeler ça comme ça, c'est généralement juste une épaisse planche de bois posée sur 2 tonneaux, qui ploie sous le poids des cruches, des chopes et des coudes. Derrière, se tient le tavernier, qui jongle entre servir les boissons, gueuler les commandes, et lancer un regard noir au mec dans le coin qui a toujours pas payé la tournée de mardi dernier. Y a pas de menu. Tu demandes ce qu'il y a et tu te prépares. La réponse est généralement de la bière ou ferme-la et attends. Un escalier étroit, probablement d'origine, et définitivement rempli d'échardes, mène aux chambres à l'étage. Si tu louches, tu peux voir une botte accrochée à l'un des poteaux de la rampe. Personne ne sait vraiment si c'est de la déco ou un avertissement. Certaines tavernes ont une arrière-salle. C'est peut-être pour le stockage. Peut-être pour des jeux d'argent illégaux. Ou peut-être que c'est là qu'on a emmené la dernière personne qui a insulté la serveuse, et qu'on ne l'a plus jamais revue. Mieux vaut pas poser de questions. Les murs sont tachés par la suie des bougies. Les fenêtres sont recouvertes de tissu gras ou de peau d'animal. Et chaque surface a été soigneusement polie par les coudes, les bottes et les boissons renversées de plusieurs générations. Et peut-être un poulet. D'une manière ou d'une autre, malgré le chaos ou grâce à lui, ça marche. Tout le monde sait où aller, comment s'asseoir, quand hurler, et quand se baisser. C'est pas organisé, mais c'est vivant. Chaque taverne médiévale a un chef. Et c'est pas le seigneur local, ni le percepteur. C'est le tavernier. Il porte peut-être pas de couronne, mais faut pas se leurrer. C'est cette personne qui mène la danse. À parts égales, cuisinier, serveur, comptable, babysitter, et exécuteur de la justice de comptoir. Le tavernier est une institution à lui tout seul, et il tolère aucune connerie. Si c'est un homme, il est probablement bâti comme un tonneau, avec des bras noueux, grincheux, et taillé dans la viande séchée et les mauvaises décisions. Si c'est une femme, et c'est souvent le cas, elle est plus affûtée qu'une lime de forgeron, et peut faire taire une pièce d'un seul regard. Dans tous les cas, ils ont tout vu, entendu pire, et nettoyé du sang dans la paille avant le petit déjeuner. Ils accueillent les habitués avec un signe de tête, les inconnus avec méfiance, et les fauteurs de troubles avec une chope sur la tête. Derrière le bar, ils gardent un œil sur qui a payé, qui doit, et qui a déjà bu 3 verres de trop, et ils font tout ça sans rien noter, parce que l'alphabétisation au Moyen-Âge, c'est rare. Mais la mémoire des taverniers, elle, est terrifiante. Le tavernier donne le ton. S'il est de bonne humeur, l'endroit bourdonne. S'il est de mauvaise humeur, vaut mieux boire vite et garder tes blagues pour toi. C'est l'arbitre de chaque dispute, le juge de chaque affaire de triche, et le premier à saisir un gourdin quand une bagarre éclate. Tu ne plaisantes pas avec le tavernier. Ils savent aussi tout. Qui est endetté, qui a une liaison, qui est arrivé en ville sous un faux nom. Besoin d'informations? Corrompt le tavernier. Besoin de protection? Assieds-toi près de lui. Besoin d'une faveur? Vaut mieux espérer que t'as pas cassé une chope la semaine dernière. Certains ont un assistant. Un fils, une fille, un conjoint, ou un orphelin qu'ils ont plus ou moins adopté, et qui trimballe des tonneaux 2 fois plus gros qu'eux. Ces assistants servent les boissons, lavent les sols, et essaient de ne rien renverser ou de se faire marcher dessus par les saouls. Alors, même si la taverne te semble chaotique, c'est en fait un écosystème très délicat. Et au centre, commandant tout ça comme un dieu de l'orage en tablier, se tient la seule personne qui fait en sorte que la bière coule à flot, et que le toit ne s'effondre pas sur une émeute, le tavernier. Alors, tu te poses enfin sur un banc grinçant, en évitant les coudes et la soupe renversée. T'as la gorge sèche, tes bottes sont humides, et il est temps de passer à l'événement principal, la boisson. Mais t'attends pas à une carte des vins ou à une chope brillante. C'est une taverne médiévale. Tes choix sont limités, tièdes, et potentiellement mortels. Commençons par le classique, la bière. Non filtrée,
non pasteurisée, et généralement brassée dans l'arrière-salle, là où le chien dort. Elle est épaisse, trouble, et souvent accompagnée de trucs qui flottent, des morceaux de grain, de la levure, ou peut-être un bout de moustache du client précédent. Elle est pas froide, parce qu'Y a pas de glace. Et tu demandes pas depuis combien de temps elle traîne dans le tonneau. Tu bois, et t'espères. Ensuite, l'hydromel. Du vin de miel. Ça sonne classe, non? En réalité, c'est sucré, fort, et parfois explosif. Si le tavernier l'a fait lui-même, ça peut être délicieux, ou avoir le goût du regret et du venin d'abeille. On le sert généralement aux nobles, aux invités de mariage, ou à ce barde qui insiste pour être payé en or ou en hydromel. Et puis, il y a le cidre. Fait avec des pommes qui ont été soit fraîchement cueillies, soit tombées par terre il y a 3 semaines. Acidulé, pétillant, et servi dans des chopes ébréchées qui peuvent aussi servir de bol à soupe le matin. C'est la boisson de choix dans les régions riches en vergers, ou pour ceux qui veulent juste quelque chose d'assez alcoolisé pour oublier l'odeur du mec assis à côté d'eux. Le vin? Techniquement, oui. Mais à moins que tu sois dans le sud de l'Europe, ou que la noblesse soit en ville, il est probablement dilué, aigre, et servi avec une dose de sarcasme. Le bon vin est réservé aux seigneurs, aux évêques, et aux marchands qui vient de vendre 12 caisses de sel. Et l'eau? C'est un choix audacieux. Parce que la moitié du temps, elle grouille de mort invisible. Faire bouillir coûte du combustible, et les puits propres sont rares. C'est pour ça que même les enfants boivent de la bière. C'est pas pour la défonce. C'est pour pas mourir de dysenterie avant l'âge de 8 ans. Ici, personne ne mesure les doses ou ne prépare de cocktails. Tu bois dans des chopes en bois, en argile ou en étain. Certaines contiennent encore la soupe de la veille. Tu lèves ta chope, tu la renifles, et tu prends une gorgée. C'est chaud, c'est amer, et pourtant, c'est parfait. Parce que dans une taverne médiévale, si c'est mouillé et que ça te tue pas tout de suite, c'est un bon cru. Donc, t'as survécu à la boisson, à peu près. Maintenant, ton ventre gargouille, te rappelant que t'as pas mangé depuis le lever du soleil, et que ton dernier repas était surtout composé d'orge et de tristesse. Il est temps de manger. Mais t'emballe pas. Y a pas de menu, pas de serveur, et absolument personne pour te demander si t'as des restrictions alimentaires. Tu commandes pas de la nourriture dans une taverne médiévale. Tu demandes ce qu'il reste, et tu espères que c'est chaud, et seulement vaguement mystérieux. La star de la table, c'est généralement la potée. Une soupe épaisse faite avec les céréales, les légumes et les protéines douteuses qui traînaient ce jour-là. Ça mijote dans le même pot depuis lundi, et on est jeudi. De nouveaux ingrédients sont ajoutés quotidiennement. Rien n'est enlevé. C'est moins un repas qu'une capsule temporelle culinaire. Si de la viande est impliquée, félicitations. C'est probablement du lapin, du pigeon, ou le poulet malchanceux qui s'est approché trop près du feu. Si c'est du gibier, ça peut être délicieux, ou avoir été vieilli au-delà de toute raison et assaisonné avec du désespoir. Ton bol est en bois ou en argile. Ta cuillère, c'est soit la tienne, soit tes doigts. La plupart des gens trimballent leur propre couteau, donc manger, c'est une affaire de couvert personnel. Et t'attends pas à des serviettes. Juste la manche de ta tunique, ou un torchon partagé qui en a vu des choses qu'il n'oubliera jamais. Du pain est également proposé. Il est dur, noir et lourd, plus une arme qu'un aliment. S'il est mou, il a été cuit aujourd'hui. S'il est dur, il a été cuit la semaine dernière. Dans les deux cas, il se marie bien avec du fromage qui sent la vieille botte et qui a commencé à développer sa propre personnalité. Parfois, il y a du poisson salé. Parfois, des œufs marinés. Occasionnellement, tu trouveras une taverne qui propose un plat du jour, ce qui est juste une façon plus sophistiquée de dire on en a eu trop qui traîne. Goût facultatif, texture imprévisible. Pourtant, dans la lueur vacillante du feu, avec le bruit tout autour, et la chaleur de la nourriture dans tes mains, c'est pas si mal. C'est nourrissant. C'est chaud. Et si tu réfléchis pas trop à ce qui flotte dans ton bol, c'est peut-être même réconfortant. T'es pas là pour un dîner gastronomique. T'es là pour manger comme un survivant. Une fois que t'as trouvé ta place, idéalement une sans couteau planté dedans, tu commences à remarquer le vrai divertissement, les gens. Une taverne médiévale, c'est le feed social média original. Bruyant, chaotique, à moitié vrai, et complètement engagé dans le partage excessif. À ta gauche, y a un fermier rougeau, déjà bien avancé dans sa 4e bière,
qui raconte pour la 100e fois la même histoire sur sa vache qui a accouché de travers. Il te tape sur l'épaule au milieu de sa phrase, comme si t'étais son ami de toujours, ou un bon remplaçant pour le cochon avec lequel il boit habituellement. À l'extrémité de la pièce, un inconnu encapuchonné est assis dans l'ombre, sirotant lentement sa boisson. Il pourrait être un moine en fuite, un bandit, ou juste vraiment mauvais en contact visuel. Dans tous les cas, tu vas pas engager la conversation avec lui, à moins de vouloir disparaître derrière les écuries. Près du foyer, un soldat en armure cabossée régale un groupe de contes de bataille. Son histoire implique des dragons, des Français et une épée parlante. C'est clairement faux. Personne n'en a rien à faire. Sa chope est pleine, et son public rigole. Il y a un marchand, bruyant et transpirant, qui braille des prix pour du grain que personne n'a demandé. Il sort des pièces d'or de sa bourse comme un mendiant qui supplierait d'être volé avant minuit. Une paire de locaux joue au dé sur une table déformée, leurs expressions intenses. L'un d'eux triche clairement. L'autre le sait, et le laisse faire. Il garde probablement la bagarre pour quand sa bière sera finie. Un barde gratte une mélodie dans le coin, sa voix craquant sur les notes aiguës d'une chanson d'amour qui ressemble étrangement à celle qu'il vient d'inventer. Personne ne s'en soucie. Il porte un pantalon, et il est accordé. C'est déjà mieux que le mec d'hier soir. Des femmes se faufilent dans la foule. Certaines sont des employées de la taverne, d'autres sont là pour leurs propres affaires. Elles ont l'œil vif, sont sûres d'elles, et absolument pas à prendre à la légère. Elles vont flirter, rire, ou te casser les dents, selon ton ton. Des enfants courent occasionnellement entre les jambes, chipant des restes de pain ou des pièces de monnaie. Personne ne les arrête. Ça fait juste partie du rythme. Tout le monde observe, boit, complote, et fait semblant de ne pas remarquer le mec affalé sous la table. Cette taverne n'est pas seulement un endroit pour manger et boire. C'est une performance vivante. Et ce soir, t'es dans la distribution. Oublie les luttes et les balades un instant. La vraie bande-son d'une taverne médiévale, c'est pas une chanson. C'est une symphonie de chaos. Ça commence par un cliquetis de chope. Des dizaines d'entre elles qui claquent contre le bois en signe de célébration, de négociation, ou de maladresse due à l'ivresse. Certaines teintent joyeusement, d'autres se brisent complètement. Les deux sont accueillis par des acclamations. Ensuite, viennent les rires. Des gros rires de bœuf qui donnent l'impression de s'être échappés d'un sanglier. La plupart n'ont aucun sens. Un fermier rit à sa propre blague sur le foin. Un chevalier glousse au mot opoté. Un moine allait de façon incontrôlable chaque fois que quelqu'un dit « canard ». Tu apprends vite à ne pas poser de questions. Les voix se superposent les unes aux autres, chacune plus forte que la précédente, se battant pour la domination comme des coqs dans un poulailler. Il y a des disputes, des histoires, des cris sur les impôts, et au moins une personne qui détourne des versets bibliques pour gagner un pari. Le tavernier hurle les commandes tout en tapant sur les mouches. Une serveuse crie sur un mec qui a essayé de lui toucher les fesses, et quelqu'un continue de répéter ou encore une tournée comme un cri de guerre. Et dans le coin, le barde, avec un luth désaccordé et 3 cordes manquantes, joue les mêmes 4 accords en boucle, en éclatant occasionnellement en couplets sur les amours perdus, les poulets retrouvés, ou les nobles qui portaient leurs pantalons à l'envers. Personne n'écoute vraiment, à moins qu'il commence à chanter sur quelqu'un dans la pièce, auquel cas les choses deviennent très divertissantes, ou très dangereuses. Quelqu'un renverse quelque chose. Quelqu'un rote assez fort pour faire trembler les poutres. Quelqu'un d'autre tombe d'un banc et continue à parler depuis le sol comme si c'était voulu. Au fond, des chiens aboient. Une chèvre belle. Pourquoi il y a une chèvre? Et des chaises raclent la terre comme des coups de tonnerre dans une caverne en bois. C'est pas paisible, mais c'est bizarrement rythmé. De temps en temps, la pièce se tait. Pas par choix, juste une soudaine accalmie. Ça dure exactement 3 secondes. Puis quelqu'un lâche un paix héroïque, et la musique reprend. C'est pas juste du bruit de fond. C'est le battement de cœur de la taverne. Brut, agité, et implacablement vivant. Si t'écoutes assez attentivement, ça commence à avoir du sens. Une sorte d'harmonie née du désordre. Et comme le reste de la taverne, ça devient de plus en plus fort à mesure que tu restes. Une fois que la bière commence à couler et que la soupe commence à faire son effet, la taverne se transforme. C'est plus juste un endroit pour manger et boire, ça devient un casino médiéval, sans les cordes de velours, mais avec beaucoup plus de gueulantes. Les jeux d'argent, c'est le sport de la soirée, et tout le monde joue,
des soldats burinés aux gamins pieds nus avec des désempruntés. Y a pas de croupier, pas de chef de table, pas de règles, juste une table en bois ébréchée, une poignée de pièces de cuivre, et la vague promesse que quelqu'un va perdre sa dignité. Les dés, c'est le jeu de prédilection. Ils sont sculptés dans de l'os, du bois, ou tout ce qui traînait. Ils cliquettent sur les tables comme un roulement de tonnerre, chaque lancer étant suivi d'un mélange d'acclamations, de gémissements et d'accusations de sorcellerie. Personne ne fait confiance aux dés. Tout le monde les utilise. Et puis il y a les cartes. Citées dans un coin plus civilisé de la ville, elles sont épaisses, peintes à la main, usées jusqu'au bord, et il en manque toujours une ou deux. Les règles changent en fonction de qui les explique. Des fois, tu dois obtenir le nombre le plus élevé. D'autres fois, tu dois associer des symboles, ou juste inventer au fur et à mesure. C'est comme le poker, mais avec plus de claques. Les enjeux vont de l'argent au shop, en passant par le bétail. Oui, quelqu'un veut une meilleure chèvre. Quelqu'un d'autre a misé ses bottes. Et quelqu'un d'autre a misé sa propre liberté pour la nuit. Spoiler, il a perdu. Les habitués sont rusés. Ils mélangent vite, lancent lentement, et sourient un peu trop largement. La triche, bien sûr. C'est la moitié du fun. Un dé caché par-ci. Une carte marquée par-là. Une toux mystérieuse quand le joueur chanceux se penche. Si tu gagnes gros, tu paies une tournée, ou tu risques de te faire agresser. Si tu perds gros, tu souris, tu fais semblant que c'était voulu, et tu recules lentement ta chaise vers la porte. Des jeux annexes éclatent aussi. Bras de fer, bataille de pouces, et le très populaire qui peut boire le plus sans tomber. Le gagnant gagne des applaudissements. Le perdant gagne une nuit sous la table, et un mal de crâne qui dure jusqu'au prochain jour de marché. Mais même quand les règles sont floues, et que les enjeux sont absurdes, l'énergie est addictive. Parce que dans une taverne médiévale, la chance, c'est pas juste un jeu. C'est un pari avec ta bourse, ta fierté, et peut-être ton pantalon. À mesure que la nuit avance, et que la taverne se remplit de chaleur et d'humidité, une nouvelle sorte de spectacle prend le plancher. Un spectacle fait de mots, de musique, et de conneries assumées. C'est l'heure des histoires, version médiévale. Un barde s'éclaircit la gorge dans le coin, pinçant doucement un luth à moitié accordé, dont les cordes couinent comme de vieilles bottes. Il lui manque quelques dents, mais pas une once d'assurance. Avec une grandiloquence théâtrale, il se lance dans une ballade de chagrin d'amour et d'héroïsme. Un truc sur un chevalier qui est tombé amoureux d'une sirène, et qui s'est noyé en récitant de la poésie. Personne ne le croit. Tout le monde écoute quand même. C'est comme ça que ça marche ici. La vérité est facultative. Le divertissement est primordial. Autour des tables, d'autres se joignent à la fête. Pas des bardes, juste des clients avec du courage alimenté par la bière, et une histoire à raconter. Un mec jure qu'il a déjà lutté contre un ours, et qu'il a survécu pour en parler. Un autre affirme avoir vu une sorcière transformer une vache en chèvre. Un troisième insiste sur le fait qu'il est apparenté à Charlemagne du côté de la cousine de sa mère. Toutes les histoires commencent par « vous allez pas croire ça », mais, et ils ont raison. On ne croit pas, mais on a envie. Les vantardises deviennent des ballades. Les mésaventures deviennent des mythes. Quelqu'un raconte une blague tellement mauvaise qu'elle redevient bonne. Quelqu'un d'autre récite un poème, probablement plagié sur un rouleau de moine. La pièce applaudit, ou jette du pain, selon la qualité ou la quantité du spectacle. Si t'as de la chance, un jongleur ou un ménestrel est peut-être de passage. Des pros qui voyagent de ville en ville, échangeant de la musique contre des pièces, des repas, et parfois un endroit pour dormir à l'intérieur. Leurs chansons sont soignées, leurs contes longs, et leur capacité à exciter une foule dangereuse. Mais même eux connaissent la règle d'or des contes de taverne, ne jamais laisser les faits gâcher une bonne histoire. Dans cette pièce remplie de fumée, avec le feu qui crépite, et les chopes qui tintent, raconter des histoires, c'est pas juste du divertissement. C'est une tradition. C'est une connexion. C'est comme ça que tu te fais des amis, des ennemis, et parfois un partenaire de beuverie à vie. À minuit, la moitié de la taverne est en train de rejouer l'histoire du chevalier à une jambe qui a repoussé 6 bandits de grand chemin avec une louche. Tu ris, tu applaudis, tu oublies que tout est inventé, parce que dans une taverne médiévale, chaque menteur est une légende, si l'histoire est assez bonne. À mesure que la nuit avance et que la bière continue de couler, quelque chose change dans l'air. Une sorte d'audace alcoolisée.
Le barde est à la moitié de sa 3e chanson sur les bergères infidèles, et soudain, tout le monde se sent romantique. Bienvenue au flirt médiéval. La subtilité a quitté les lieux. Ça commence par un contact visuel, ou au moins un œil légèrement plissé à travers une brume d'hydromel. Un mec avec 2 dents restantes se penche sur un banc et murmure « Madame, votre beauté brûle plus fort que le foyer ». Elle répond en lui lançant une croûte de pain sur le front. La pièce applaudit. D'autres tentent leur chance plus doucement, offrant des chopes remplies, des compliments maladroits, ou en proposant d'aider à porter un bol de soupe pour éviter qu'il ne se renverse. Spoiler, il se renverse quand même. Si t'es une femme, employée de la taverne, cliente, ou marchande itinérante, t'es probablement habitué à repousser au moins 3 poètes en herbe, 2 lutteurs de bras de fer, et un mec qui essaie de t'impressionner en faisant tenir un couteau sur son nez. Des fois, ça marche. Généralement, ça se termine avec un œil au beurre noir, ou une bourse vide. Pour ceux qui cherchent réellement de la compagnie, les tavernes offrent plus que du flirt. Les courtisanes sillonnent la pièce avec une aisance consommée, sachant qui a de l'argent, qui a du charme, et qui va s'endormir avant d'arriver en haut des escaliers. Les transactions sont discrètes, mais les implications sont bruyantes. Des amants jaloux? Oh oui. Rien ne déclenche une bagarre dans une taverne plus vite qu'un regard volé, une main baladeuse, ou un mari qui surprend sa femme en train de rire un peu trop fort à la blague du barde sur les évêques. Des tables sont renversées. Des chopes sont utilisées comme armes. Un banc est cassé en 2, encore. Et pourtant, quelque part au milieu de tout ce chaos, des étincelles véritables jaillissent. La fille timide d'un boulanger et un tailleur de pierre itinérant rient autour d'une soupe partagée. 2 fermiers saouls se lient d'amitié grâce à une haine mutuelle des navets. Un moine flirte accidentellement avec une nonne. L'amour, ou quelque chose qui y ressemble, survit même dans les coins les plus agités. Parce que dans la taverne médiévale, la romance, c'est à parts égales du charme, de la chance, et le fait de ne pas tomber la tête la première dans son bol en pleine phrase. Tu peux gagner un cœur. Tu peux te prendre une claque. Dans tous les cas, tu vas t'en souvenir, ou au moins en entendre parler le lendemain matin. Ça devait arriver. Peut-être que quelqu'un a renversé une boisson. Peut-être que quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre de tricher au dé. Peut-être que 2 personnes ont revendiqué le même banc, et qu'aucune n'a cédé. Ou peut-être que quelqu'un a dit quelque chose sur la mère de quelqu'un d'autre. Chèvre ou soupe? Ça n'a pas vraiment d'importance. Soudain, ça part en vrille. La taverne, autrefois un flou de musique et de chope, change de cap en un clin d'œil. Un tabouret vole. Une chope s'écrase au sol. Quelqu'un hurle « Tenez mon pain » et se lance par-dessus un banc avec toute la grâce d'une catapulte ivre. Personne n'est surpris. En fait, la plupart des gens ne s'arrêtent même pas de boire. Une bagarre dans un bar au Moyen Âge, c'est pas rare. C'est attendu. C'est pratiquement une caractéristique. Et même si ça a l'air terrifiant, c'est généralement plus comique que mortel. Les gens balancent des coups au hasard, manquent leur cible, trébuchent et atterrissent dans le dîner de quelqu'un. Des cheveux sont tirés, des barbes sont agrippées, des chemises sont déchirées. Le tavernier rugit comme un général sur le champ de bataille, en tenant une louche dans une main et un gourdin dans l'autre. De temps en temps, quelqu'un se joint à la bagarre sans savoir pourquoi. Il a juste vu de l'action, et s'est jeté dans la mêlée, les poings en avant. D'autres prennent des paris informels, applaudissent, ou éloignent leur chope hors de portée des éclaboussures. Les armes sont rares. La plupart des gens sont assez intelligents. Sortir une lame dans une taverne peut transformer une rixe occasionnelle en une légende de taverne à part entière. Et personne n'a envie d'être banni du seul endroit qui sert de la nourriture chaude et de la bière tiède. Finalement, quelqu'un s'écrase sur le sol, et y reste. Quelqu'un d'autre trébuche contre un mur, et décide que c'est aussi bien que n'importe quel endroit pour s'asseoir et repenser sa vie. La bagarre s'éteint comme une bougie de taverne. Soudainement et sans cérémonie. Et voici le plus étrange. Une fois que c'est fini, c'est fini. Les combattants sont séparés, les chopes sont remplies, quelqu'un commence une chanson, et en moins de 10 minutes, tout le monde rit à nouveau, y compris le mec avec le nez en sang. Pas de rancune, pas de poursuite, juste des bleus, des histoires, et peut-être un nouveau surnom, comme Arnold le Borgne ou Booby le casseur de bancs. Parce que dans une taverne médiévale, une bonne bagarre, c'est juste une partie d'une bonne soirée. Bâclé, ridicule, et bizarrement fédérateur. Et si personne n'est trop gravement blessé,
c'est juste une autre source de divertissement. Donc la bagarre est finie. Le bard s'est évanoui au milieu de sa balade, et ton estomac est rempli de soupe mystérieuse et de cidre légèrement fermenté. Il est temps de dormir, ou au moins d'essayer. Mais t'attends pas à un lit de plumes et à des draps parfumés à la lavande. C'est une taverne médiévale, pas un spa. Si la taverne propose un hébergement, c'est probablement en haut d'un escalier grinçant. À l'étage, tu trouveras des planchers inclinés et des poutres suffisamment basses pour tester la solidité de ton crâne. Les chambres sont petites, froides et absolument partagées. L'intimité n'existe pas. Tu dors épaule contre épaule avec des inconnus. Certains ronflent comme des cloches d'église. D'autres rêvent à voix haute dans des langues que tu n'as jamais entendues. Les lits? Techniquement, la plupart sont des matelas remplis de paille. Minces, bosselés, et grouillant de ce que les médiévaux appelaient affectueusement des compagnons. Tu te couches tout habillé, bottes aux pieds, poignard sous l'oreiller, pas pour le confort, mais pour la stratégie de défense. Les couvertures sont partagées. Les odeurs aussi. Et si quelqu'un a mangé de l'ail plus tôt, et quelqu'un mange toujours de l'ail, ça deviendra une partie intime de tes rêves. Si t'es trop pauvre ou trop bourré pour une chambre, tu dors en bas. Sur un banc, sous une table, ou juste dans un coin près du foyer, recroquevillé à côté d'un chien qui appartient peut-être ou non à la taverne. Tu te feras marcher dessus, probablement éternuer dessus, et peut-être utilisé comme repose-pied. La taverne ne se calme jamais vraiment. Même après que la dernière chope ait été vidée, et que la dernière bagarre ait été pensée, il y a toujours quelqu'un qui marmonne dans son sommeil, une bûche qui craque dans le feu, ou un paix lointain qui résonne dans les poutres. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu t'endors. C'est pas confortable. C'est pas propre, mais c'est suffisamment sûr. Le feu éloigne le pire du froid. Le tavernier veille avec un œil ouvert et un gourdin à la main. Et le bruit devient sa propre sorte de berceuse. Familier, humain, vivant. Tu te réveilleras avec un torticolis, la bouche sèche, et un bleu acquis de manière douteuse. Mais pendant quelques heures, tu as dormi en compagnie de voyageurs, de fripouilles, de fermiers, et de fous. Pas de roi, pas de silence, juste des ronflements, de la paille, et le faible espoir que tes bottes soient toujours là au matin. L'aube se faufile comme un invité non invité, glissant une lumière pâle à travers les fissures des volets, et te piquant les paupières avec une persistance impitoyable. La taverne a changé du tout au tout pendant la nuit. Pas plus calme exactement, mais plus calme d'une manière vaincue. Tu ouvres un œil. La botte de quelqu'un est sur ta poitrine. Quelqu'un d'autre marmonne dans son sommeil au sujet des impôts sur les moutons. Le barde ronfle sous une table, serrant son luth comme un amant. Un poulet traverse le sol en picorant les croûtes de pain de la veille. Personne ne se demande d'où il vient. Le feu s'est éteint, laissant la pièce froide et enfumée. Quelques clients commencent à bouger, gémissant comme des guerriers blessés lors de batailles menées entièrement à l'intérieur de leur propre crâne. Un homme se relève, regarde autour de lui, et se recouche. Ayant décidé que la journée ne vaut pas la peine. Le tavernier est déjà debout, parce que bien sûr qu'il l'est, faisant cliqueter les chopes, balayant la paille en nouveau tas, réchauffant quelque chose dans un pot qui sent à la fois invitant et légèrement vengeur. Il jette un coup d'œil au corps sur le sol, puis frappe une louche contre une chope comme une cloche matinale de l'enfer. Debout ou dehors, c'est ton signal de réveil. Y a pas de buffet de petit déjeuner. Si t'as de la chance, y a plus de potée, maintenant encore plus épaisse que la veille. Le pain est réchauffé. La bière est coupée à l'eau. Et personne n'a la force de se plaindre. Certains clients se trempent juste la tête dans un tonneau d'eau de pluie à l'extérieur, et appellent ça vivre propre. Tu vérifies ta bourse. 2 pièces et un bouton. Mieux que prévu. Tes bottes sont toujours là. L'une d'elles a une marque de morsure, mais elles sont à toi. Une victoire. Quelques nouveaux visages arrivent au compte-gouttes. Des lève-tôt, des voyageurs, des travailleurs qui ont besoin d'un verre avant de s'occuper du bétail, des impôts, ou pire, des voisins. La taverne recommence à s'agiter, comme une bête qui se réveille lentement. Quelqu'un commence à raconter une histoire de la nuit dernière. Elle a déjà changé, bien sûr. Maintenant, il y a eu 2 bagarres, et la chanson du bar a invoqué un fantôme. Tout le monde hoche la tête comme si c'était l'évangile. La nuit a été chaotique. Le matin est groggy, crasseux, et rempli de regrets. Et pourtant, tu souris, parce que d'une manière ou d'une autre, tu as survécu. Maintenant,
tu as senti la sueur, la fumée, la bière collante sous tes bottes. T'as survécu aux cris, au flirt, à la potée, et peut-être à un banc volant. Et à travers tout ça, une chose devient claire. La taverne médiévale n'était pas juste un trou à boire. C'était le battement de cœur de la communauté. Dans un monde sans téléphone, sans journaux, sans réseaux sociaux, la taverne était l'endroit où les nouvelles voyageaient. Un marchand de la côte pouvait partager des commérages d'un port étranger. Un soldat pouvait décrire la guerre depuis le front. Un barde pouvait chanter des chansons qui rassemblaient les gens, même si les paroles changeaient chaque nuit. C'était un lieu de connexion. Les fermiers buvaient à côté des artisans. Les pèlerins partageaient le pain avec les voleurs. Les inconnus devenaient des amis, ou au moins des compagnons de beuverie avant la deuxième tournée. Ici, les classes sociales s'estompaient, les rumeurs naissaient, les alliances se nouaient, et les rancunes étaient enterrées, ou alimentées davantage, selon la façon dont les déroulaient. La taverne était aussi l'endroit où les affaires se concluaient. Des accords conclus, des contrats conclus au-dessus des chardes et de cidre renversés. C'était une cour, un confessionnal, et une scène de théâtre tout à la fois. Tu pouvais trouver un emploi, perdre ta bourse, te marier, ou déclencher une querelle en une seule soirée. Et elle offrait autre chose aussi. Quelque chose que tu ne pouvais pas acheter au marché, ni prier dans une chapelle. Un soulagement du froid, du travail, de l'interminable sérieux de survivre à la vie médiévale. Pendant quelques heures, tu pouvais t'asseoir près d'un feu, entendre une mauvaise blague, chanter une chanson encore plus mauvaise, et oublier juste brièvement à quel point le monde extérieur était dur. Même si la bière était tiède, le lit était rugueux, et la nourriture avait plus d'os que de bouillon. La taverne te donnait le sentiment d'être en vie parmi les vivants. Et à une époque où tout, des maladies à la guerre en passant par un hiver rigoureux, pouvait t'emporter sans prévenir, ce n'était pas une mince affaire. Donc, quand tu entrais dans une taverne médiévale, t'achetais pas seulement une boisson. T'achetais de l'appartenance, une histoire, et peut-être, si le sol n'était pas trop bondé, un endroit pour dormir où le feu brûlait encore. Parce que bien avant les cafés, les pubs, et les coffee shops, il y avait la taverne. Bruyante, sale, honnête, et absolument inoubliable. Avant de devenir le visage le plus emblématique de l'Égypte ancienne, immortalisé dans un buste en calcaire aux pommettes hautes et au regard figé dans une confiance sereine, Néfertiti était une femme enveloppée de mystère. Son nom signifie « la belle est venue ». Mais personne ne sait exactement d'où elle venait. Certains pensent qu'elle était la fille d'un puissant fonctionnaire égyptien nommé Ay, peut-être même la sœur d'Akhenaton. D'autres soutiennent qu'elle était une princesse étrangère envoyée en Égypte dans le cadre d'une alliance matrimoniale. Ses origines sont débattues, mais son influence est indéniable. Néfertiti apparaît dans les annales de l'histoire comme un éclair, soudaine, brillante et transformatrice. Elle entre dans la vie d'Akhenaton non pas comme une reine passive, mais comme une partenaire égale dans un règne qui allait ébranler les fondations religieuses et culturelles de l'Égypte. Ensemble, ils allaient démanteler des siècles de traditions, se débarrasser du panthéon des dieux et élever le disque solaire, Aton, en tant que seule et unique divinité. C'était une décision radicale, presque hérétique. Et Néfertiti ne se contentait pas de regarder depuis le trône. Elle dirigeait les cérémonies, faisait des offrandes, et était même représentée dans l'art en train de terrasser des ennemis, un rôle habituellement réservé aux pharaons mâles. Contrairement aux autres reines, qui étaient reléguées à l'arrière-plan, Néfertiti était omniprésente. Elle apparaît dans plus d'œuvres d'art de cette période qu'Akhenaton lui-même. Dans ses représentations, elle n'est pas enveloppée de servilité. Elle se tient droite, parfois plus grande que nature, tenant le pouvoir littéralement entre ses mains. Et dans une société où les pharaons étaient divins, sa proximité avec Akhenaton, tant spirituellement que politiquement, suggérait quelque chose de plus. Peut-être n'était-elle pas juste une reine. Peut-être était-elle co-dirigeante. Mais cette ascension n'était pas sans tension. L'Égypte n'était pas prête pour ce bouleversement. L'ancien clergé ressentait amèrement la perte de ses dieux et de ses temples. La capitale fut déplacée dans une nouvelle ville, Akhétaton, connue aujourd'hui sous le nom d'Amarna, rompant ainsi les liens avec les anciennes coutumes. Et à travers tout cela, Néfertiti était là, sa silhouette gravée sur les murs de pierre, son nom chanté dans les hymnes au soleil. Pourtant, malgré toute sa visibilité dans la vie, sa mort est une disparition complète. Pas de tombeau, pas de corps, pas de fin confirmée, juste le silence. C'est comme si l'histoire, après avoir mis en avant son éclat, avait soudain choisi de détourner le regard. Et c'est peut-être là que sa légende commence vraiment.
Pour comprendre l'ascension de Néfertiti, il faut d'abord rencontrer l'homme qui a tout changé, le pharaon Akhenaton. Il n'est pas né avec ce nom. Il était à l'origine Amenhotep IV, un prince en accord avec un héritage millénaire de dieux et de traditions. Mais quelque chose a changé en lui. Certains appellent ça l'inspiration divine, d'autres la folie. Quand il devint roi, il tourna le dos au puissant dieu Amon et déclara une nouvelle vérité: il n'y avait qu'un seul dieu qui méritait d'être vénéré, le soleil lui-même, Aton. Ce n'était pas seulement un changement religieux. C'était un tremblement de terre qui fissurait les fondations de la civilisation égyptienne. Imaginez une société construite autour des temples, des prêtres et des rituels à qui on dit du jour au lendemain que leurs dieux sont faux, que leur culte est obsolète. Akhenaton ne se contenta pas de prêcher le monothéisme, il l'imposa. Les temples d'Amon furent fermés. Son nom fut gravé sur les monuments. Des statues furent brisées. Des villes entières furent abandonnées. À leur place, Akhenaton construisit quelque chose de nouveau, Akhetaton, une ville dédiée uniquement à Aton, où le soleil se lèverait directement entre les falaises et baignerait la ville de lumière sacrée. Et à travers tout cela, Néfertiti se tenait à ses côtés, non pas comme une épouse silencieuse, mais comme une participante à part entière. Dans les reliefs de cette période, elle est représentée en train de vénérer Aton avec la même révérence qu'Akhenaton. Leurs filles sont souvent représentées avec eux, la tête inclinée vers le soleil radieux. C'était un portrait de famille différent de tout ce qui avait existé dans l'art égyptien auparavant ou depuis. Même le style de l'art changea. Il n'était plus rigide et formel, mais libre, exagéré, parfois même intime. Le roi et la reine s'embrassant, jouant avec leurs enfants, priant en robe douce sous le soleil. Néfertiti était partout dans ce nouveau monde. Parfois, elle éclipsait même son mari. Certains historiens pensent qu'elle détenait un réel pouvoir politique, qu'elle agissait peut-être même en tant que co-régente. Il existe des inscriptions qui la désignent sous le nom de Néfer-Néferuaton, un nom que certains pensent qu'elle utilisait lorsqu'elle a commencé à régner de son propre chef. On ne sait pas si Akhenaton a partagé le trône par amour, par stratégie ou par nécessité, mais une chose était claire, sans Néfertiti, cette révolution n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps. Mais les révolutions sont fragiles. Les dieux n'aiment pas être remplacés. Et le peuple, il observait en silence, attendant le retour de l'ancien ordre. Au sommet de son influence, Néfertiti était devenue plus qu'une reine. Elle était devenue une icône, non seulement de beauté, mais aussi de féminité divine et de pouvoir royal. L'Égypte avait vu de grandes reines auparavant, Ahmes-Néfertari, Hatshepsut. Mais la présence de Néfertiti était différente. Elle ne régnait pas depuis l'ombre ou ne prenait pas le pouvoir par la guerre. Elle remodelait le tissu spirituel et culturel de l'Égypte aux côtés de son mari, en temps réel, en tant que déesse vivante. Elle donna à Akhenaton 6 filles, Méritaton, Mekhetaton, Ankhesempaton, et d'autres, qui furent toutes fréquemment représentées dans des scènes familiales sous les rayons d'Aton. Curieusement, aucun fils ne fut jamais confirmé. Dans un royaume obsédé par la lignée, c'était à la fois un problème politique et un mystère historique. Était-ce le destin, ou y avait-il autre chose en jeu? Certains suggèrent qu'Akhenaton a peut-être eu des fils avec d'autres épouses, voire, plus controversés, avec Néfertiti elle-même, alimentant ainsi les spéculations modernes et les théories inconfortables qui vont du spéculatif au salace. Ce qui est certain, c'est que la maternité était au cœur de son image. Dans l'art, Néfertiti est représentée en train de bercer ses enfants, leurs petits bras se tendant pour toucher ses joues. Ce ne sont pas des statues froides et rigides. Ce sont des moments vivants, sculptés dans la pierre, intimes, émotionnels, rayonnants. À une époque où les pharaons étaient souvent des dieux distants, la représentation de Néfertiti en tant que mère nourricière adoucissait le divin, le rendant humain. Pourtant, il y avait une autre facette de son iconographie, une facette bien plus puissante. Dans de multiples représentations, Néfertiti porte la couronne bleue, habituellement réservée aux dirigeants masculins. Elle est montrée en train de terrasser des ennemis, de monter sur des chars, de faire des offrandes sans Akhenaton à ses côtés. Ce n'étaient pas des gestes symboliques. C'était une reine qui accomplissait les devoirs sacrés d'un roi. Cela suggère une vérité discrète, mais radicale, Néfertiti se préparait peut-être à quelque chose de plus qu'un partenariat. Elle se préparait peut-être à régner. Des rumeurs dans l'histoire suggèrent qu'après que la santé d'Akhenaton ait commencé à décliner, probablement en raison de troubles génétiques ou de stress, Néfertiti a assumé davantage de responsabilités gouvernementales. Mais c'est là que les documents commencent à s'estomper. Dans les dernières années du règne d'Akhenaton, elle disparaît de la scène publique.
pas de fanfare, pas d'inscription funéraire, pas d'enterrement confirmé. Est-elle morte jeune? Est-elle tombée en disgrâce? Ou était-elle sur le point de devenir quelque chose d'encore plus grand qu'une reine, quelque chose que l'histoire a essayé et échoué à effacer? Un jour, Néfertiti était partout, gravée sur les murs, louée dans les hymnes, régnant aux côtés d'un pharaon révolutionnaire. Et puis, comme une respiration dans le vent du désert, elle a disparu. Aucune reine égyptienne antique n'avait jamais été aussi visible. Pourtant, vers l'an 12 du règne de 17 ans d'Akhenaton, les archives deviennent étrangement silencieuses. Son nom disparaît des inscriptions. Son image s'estompe de l'art. Pas de tombeau, pas d'annonce de décès, pas de scène de deuil. Pour une femme si centrale dans le bouleversement culturel de l'Égypte, son absence est plus qu'étrange. C'est un trou noir dans l'histoire. Alors, que lui est-il arrivé? Une théorie suggère la réponse la plus simple, elle est morte. L'accouchement était risqué, même pour la royauté. La deuxième fille de Néfertiti, Mekhetaton, disparaît également des archives à cette époque, ce qui indique peut-être une double tragédie. Une mère et une fille perdues dans le même moment sombre. Mais si c'était vrai, pourquoi pas de funérailles élaborées, pas d'hommage, pas de temple? C'était une femme vénérée comme une déesse. Une mort discrète ne correspond pas au scénario. D'autres ont proposé quelque chose de bien plus politique. Peut-être que Néfertiti est tombée en disgrâce. Peut-être que les marées ont tourné au sein de la cour royale. Akhenaton, de plus en plus isolé, aurait pu la mettre de côté, peut-être au profit d'une autre épouse. Certains suggèrent qu'un co-dirigeant nommé Sémenkaré, une figure énigmatique qui apparaît brièvement dans les annales de l'histoire, l'a peut-être remplacé. Était-ce un héritier mâle, un demi-frère, ou Sémenkaré était-elle Néfertiti elle-même sous un nouveau nom? C'est la théorie la plus électrisante, que Néfertiti n'a pas disparu du tout. Elle s'est transformée. Des preuves suggèrent que quelqu'un du nom de Néfernéferuaton a régné dans les dernières années du règne d'Akhenaton. Cette personne utilisait une grammaire féminine dans les inscriptions, et référait même Akhenaton comme son mari bien-aimé. Aurait-ce pu être Néfertiti couronné pharaon de son propre chef? Si tel est le cas, elle aurait rejoint les rangs les plus rares de l'histoire égyptienne, une femme roi comme Hatshepsut avant elle. Mais même cette théorie se dissout dans le sable. Le règne de Néfernéferuaton se termine brusquement. Et puis vient un nom plus familier, Toutankhaton, plus tard Toutankhamon, un enfant roi qui allait inverser les réformes de ses parents et restaurer les anciens dieux. Si Néfertiti a régné seule, ce fut de courte durée. Et si elle était Sémenkaré ou Néfernéferuaton, elle a régné comme une reine fantôme, visible seulement dans des indices, des cartouches à moitié gravées et des reliques brisées. Un puzzle manquant de sa pièce maîtresse. Et ainsi, tout aussi soudainement qu'elle est arrivée, la femme la plus puissante d'Égypte disparaît. Mais sa légende ne faisait que commencer à prendre forme. Alors que la poussière d'Amarna commençait à se déposer, une nouvelle figure émergea, un enfant roi à peine assez âgé pour tenir un sceptre. Son nom était Toutankhaton, plus tard changé en Toutankhamon, et il allait devenir le pharaon le plus célèbre du monde, non pas pour ce qu'il a fait de sa vie, mais pour les trésors trouvés dans sa tombe intacte. Mais ce qui compte ici, c'est ceci, qui était sa mère? Les archives historiques sont désespérément silencieuses. Son père était presque certainement Akhenaton, mais l'identité de sa mère reste entourée de confusion. Certains érudits soutiennent que Néfertiti était sa belle-mère. D'autres spéculent qu'elle était peut-être sa mère biologique, pointant vers des œuvres d'art et un calendrier qui semble le placer comme un jeune enfant lors de ses dernières apparitions publiques. Si Néfertiti a vraiment porté Toutankhamon, cela aurait du sens. Son règne précoce était clairement guidé par quelqu'un avec une main ferme. Et ses décisions d'inverser la révolution religieuse de son père pourraient ne pas avoir été entièrement les siennes. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit. Qui était à la barre pendant le règne fragile de Toutankhamon? Le garçon roi n'avait qu'environ 9 ans lorsqu'il monta sur le trône. Un enfant ne peut pas restaurer un empire religieux seul. Quelqu'un était dans les coulisses, quelqu'un d'expérimenté dans la politique de la cour, la religion et le symbolisme public. Aurait-il pu être Néfertiti régnant depuis l'ombre, ou était-ce le grand prêtre Y, son père possible, ou peut-être les deux travaillant ensemble pour effacer le chaos d'Amarna et ramener l'Égypte à ses anciens dieux? L'une des preuves les plus convaincantes provient d'un sanctuaire en or trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Il montre une femme oignant le jeune roi. Une femme avec des traits étrangement similaires à ceux de Néfertiti. Si c'était elle, cela signifie qu'elle n'a peut-être pas disparu du tout, mais qu'elle est restée au cœur du pouvoir sous une forme plus discrète.
Pourtant, sans tombe nommée, sans momie confirmée, il ne nous reste que des fragments. Si elle a guidé Toutankhamon, ses empreintes digitales sont partout, mais son nom a disparu, effacé des temples, omis des listes de rois, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer la mémoire d'une femme qui a régné autrefois comme un dieu. Et pourtant, l'ironie est forte. La renommée de Toutankhamon allait ressusciter son image. Parce qu'en cherchant son histoire, le monde est tombé sur la sienne. Pour quelqu'un qui s'est tenu au centre de l'ère la plus radicale de l'Égypte, reine, prêtresse, pharaon possible, Néfertiti n'a laissé derrière elle aucun tombeau confirmé. Pas un seul monument ne porte ses droits funéraires, pas de sarcophage, pas de masque funéraire, pas d'inscription murmurant ses derniers mots odieux. C'est comme si elle s'était évaporée. Cette absence hante les égyptologues depuis plus d'un siècle. Dans une culture obsédée par l'au-delà, où chaque noble était embaumé, momifié et enterré avec des instructions pour le voyage de l'âme, comment l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire égyptienne a-t-elle pu être perdue? Les théories abondent. Une possibilité est qu'elle ait été enterrée à la hâte et sans cérémonie dans les dernières années de la période d'Amarna. Peut-être que son héritage radical l'a rendue dangereuse aux yeux du nouveau régime. Sa tombe a peut-être été démantelée, son nom défiguré, dans le cadre d'un effort général pour effacer le souvenir de l'hérésie d'Akhenaton. Après tout, le retour au dieu traditionnel a été rapide, et la vengeance en hiéroglyphes gravés dans la pierre était courante. Une autre théorie plus séduisante suggère que sa tombe n'a jamais été vraiment perdue. Elle a simplement été mal identifiée ou est encore cachée. Certains chercheurs ont proposé qu'elle repose à l'intérieur de la vallée des rois elle-même, dissimulée derrière les murs de la tombe de Toutankhamon. En 2015, des scans radars de KV-62, la célèbre tombe de Toutankhamon, ont indiqué la présence de chambres cachées possibles. Néfertiti a-t-elle été enterrée à quelques centimètres de là, scellée et oubliée sous des couches d'histoire et d'or? Cette idée a capturé l'imagination du monde. Les égyptologues ont retenu leur souffle, mais d'autres scans ont donné des résultats non concluants. Les fouilles ont ralenti, le financement s'est tari, et une fois de plus, Néfertiti s'est retiré dans le mythe. Pourtant, son absence est forte. Nous avons ces images, des douzaines, peut-être des centaines, sa ressemblance capturée dans la pierre et le pigment. Son buste, maintenant à Berlin, continue de regarder avec une grâce insondable à travers les vitres du musée, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons, comme si elle attendait. Chaque année, de nouvelles fouilles continuent à Amarna et dans la vallée. Chaque année, des rumeurs circulent. Une chambre scellée pourrait-elle enfin révéler ses secrets? Un cartouche oublié pourrait-il épeler son vrai nom? Ou est-elle destinée à rester l'énigme éternelle, une phrase inachevée dans l'histoire de l'Égypte? Si l'histoire l'a enterrée, elle n'a pas réussi longtemps. Parce que la recherche de Néfertiti ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle n'a fait que s'approfondir. Si sa tombe n'a jamais été trouvée et son corps jamais identifié, pourquoi nous souvenons-nous encore de Néfertiti? La réponse se trouve derrière une vitre de musée, sous des lumières douces, au Neues Museum de Berlin. Une sculpture en calcaire peinte qui captive le monde depuis sa redécouverte en 1912. Le buste de Néfertiti. Elle regarde vers l'avant avec assurance et sérénité. Son long cou est gracieux, sa couronne bleue distincte, et ses traits si raffinés qu'ils semblent presque modernes. Un œil est inachevé, peut-être laissé ainsi intentionnellement, ou peut-être un détail oublié lors des derniers jours de l'atelier. Pourtant, même incomplète, elle est intemporelle, inoubliable. Le buste a été découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt dans les ruines de l'atelier du sculpteur Toutmosis à Amarna. Lorsqu'il a balayé la poussière et révélé son visage, il a su instantanément ce qu'il avait trouvé. Dans son journal, il écrivit « Inutile de le décrire. Il faut le voir ». Et une fois que le monde l'a fait, Néfertiti est devenu non seulement une figure historique, mais un symbole mondial de la beauté, du pouvoir, de l'énigme antique. Mais même son buste n'est pas sans controverse. L'Allemagne a acquis l'artefact pendant une période de loi laxiste sur les antiquités, et l'Égypte demande son retour depuis des décennies. Pour les Égyptiens, elle appartient chez elle, dans la terre dont le soleil touchait autrefois sa peau, où elle se tenait sous les rayons d'Aton. Mais l'Allemagne a refusé. Ils affirment que sa fragilité rend son transport dangereux. D'autres disent que c'est une question de prestige. Néfertiti attire les foules. Elle est après tout leur Mona Lisa. Pourtant, sa présence, où qu'elle soit, a changé la façon dont le monde voit les femmes antiques. Elle n'était pas seulement une beauté passive. Son buste capture quelque chose de royal, d'assertif, presque de provocateur. Elle ressemble à quelqu'un qui détenait des secrets,
prenait des décisions, changeait le cours des empires. Et c'est ce qu'elle a fait. Il est remarquable de voir comment une seule sculpture, délicate et silencieuse, peut ressusciter quelqu'un de perdu dans le temps. Nous ne trouverons peut-être jamais sa tombe. Nous ne saurons peut-être jamais comment elle est morte. Mais à travers ce buste, Néfertiti a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Elle est devenue immortelle, non pas en or, mais dans la mémoire humaine. Le visage est peut-être immobile, mais l'histoire qu'il raconte, elle, continue de parler plus fort que jamais à travers les siècles. L'histoire de Néfertiti se vit quelque part entre la pierre et le silence, entre ce que nous savons et ce que nous voulons croire. Peu de figures de l'histoire ancienne ont inspiré une fascination aussi implacable et un mystère aussi profond. Elle est un paradoxe, l'une des femmes les plus documentées de son époque, et pourtant, elle reste largement insaisissable. Au fil des siècles, elle a été imaginée sous de nombreuses formes. Pour certains, elle était une déesse sous forme humaine, l'incarnation vivante de la beauté divine. Pour d'autres, elle était un cerveau politique, la force derrière le trône, peut-être même le trône lui-même. Certains l'ont dépeinte comme une figure romantique, tragiquement perdue dans les sables de la Révolution. D'autres la dépeignent comme ambitieuse, voire impitoyable, naviguant dans un empire en ruine avec élégance et calcul. Mais que savons-nous vraiment? Nous savons qu'elle était plus qu'une épouse royale. Son imagerie rivalise avec celle des rois. Sa présence lors de rites religieux, de cérémonies royales et même de scènes de bataille révèle une femme non pas à côté du pouvoir, mais l'exerçant. Dans un monde patriarcal, elle a creusé son propre espace, non pas par la rébellion, mais par la présence, par la sérénité, par la simple maîtrise du langage visuel et spirituel de son époque. Nous savons qu'elle était au centre de l'un des plus audacieux changements religieux de l'histoire. Alors qu'Akhenaton avait peut-être imaginé le culte monothéiste du soleil, c'est Néfertiti qui l'a incarné. Elle était le visage humain d'un idéal divin, le pont entre Aton en haut et le peuple en bas. Elle n'a pas seulement servi les dieux, elle était leur image. Et nous savons qu'après sa disparition, sa mémoire a été presque effacée. Le contre-coup contre le régime d'Akhenaton a emporté son nom dans l'oubli. Ses statues ont été brisées. Ses inscriptions ont été défigurées. Son rôle dans l'histoire a été intentionnellement enterré. Et pourtant, nous voici, 3000 ans plus tard, à murmurer encore son nom. Pourquoi? Parce que le mythe a une façon de survivre là où les faits ne le peuvent pas. Parce que lorsqu'une femme devient à la fois une icône et une énigme, elle se glisse dans un espace où le temps ne peut l'atteindre. Parce que parfois, les questions résonnent plus fort que les réponses. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce que Néfertiti voulait. Être remémoré, pas expliqué. Être admiré, pas contenu. Vivre éternellement, non pas comme une femme d'un seul tombeau, mais comme une reine aux spéculations infinies. Plus de 3 millénaires se sont écoulés depuis que Néfertiti a marché pour la dernière fois sous le soleil d'Égypte. Pourtant, son ombre s'étend encore sur notre monde, gravé sur les vitrines des musées, murmuré dans les salles universitaires, projeté sur les pages des romans et les écrans des documentaires. Contrairement à la plupart des figures historiques, elle ne s'est pas estompée dans le passé. Au contraire, elle grandit avec le temps. Il y a quelque chose d'irrésistible chez elle, pas seulement la beauté. On a déjà vu de la beauté. C'est le mystère. Les espaces vierges délibérés dans sa biographie ressemblent à un défi, une moquerie, comme si elle osait nous essayer de la comprendre, sachant pertinemment que nous n'y parviendrons jamais vraiment. Et de cette façon, elle est devenue quelque chose de plus qu'historique. Elle est devenue archétypale. Chaque génération réinterprète Néfertiti à sa propre image. Au début du XXe siècle, elle était une reine exotique, mystérieuse et soumise. Lors de la vague féministe, elle est devenue un symbole du pouvoir féminin, une ancienne dirigeante perdue dans l'effacement patriarcal. Dans les médias modernes, elle est une icône de style, une reine africaine, un acteur politique, voire un pharaon possible. Elle a vécu un millier de secondes vie, non pas à travers les faits, mais à travers l'imagination. Mais c'est peut-être la vie après la mort la plus appropriée de toutes. Dans l'Égypte ancienne, l'immortalité ne se résumait pas à la momification. Il s'agissait de la mémoire. Si votre nom était prononcé, votre image vue, votre histoire racontée, vous viviez. Vous pouviez parcourir le champ des roseaux, dîner avec les dieux, exister au-delà de la mort. Néfertiti, que ce soit par dessein ou par hasard, a atteint cet objectif. Son nom est prononcé sur tous les continents. Son visage est l'un des plus reconnus de l'histoire humaine. Son histoire, bien que fracturée,
retient toujours l'attention. Ainsi, d'une certaine manière, son plus grand héritage n'a pas été gravé dans un tombeau ou scellé sous la pierre du désert. C'était cette curiosité durable. Elle a laissé derrière elle un mystère parfait, une vie à moitié vue, à moitié effacée et totalement inoubliable. Et c'était peut-être son dernier acte de pouvoir. Non pas seulement diriger un empire, non pas seulement façonner la religion ou élever des filles royales, mais devenir intemporelle. Néfertiti, la belle qui est venue, n'est jamais vraiment partie. Elle reste ici dans nos questions, notre émerveillement et notre besoin de nous souvenir des femmes que l'histoire a essayé d'oublier. Elle vit non pas dans l'or ou la gloire, mais dans l'acte éternel d'être recherchée. Et quoi de plus immortel que ça? Là-bas en Chine, où les nuages sont bas et où le vent fredonne à travers les bosquets de bambou, un dragon est enroulé. Mais ce n'est pas un mythe, pas une bête de légende crachant du feu. Ce dragon est fait de terre et de pierre, sculpté par des siècles de mains calleuses et de visions patientes. Ce sont les longues rizières en terrasse connues des habitants sous le nom d'épines dorsales du dragon, et ses courbes ondulent sur le flanc de la montagne comme des écailles scintillantes d'eau, de riz et de fierté antique. De loin, les terrasses ressemblent à une créature endormie. Les collines ondulent avec une précision rythmique, chaque couche montant et descendant comme l'essence d'une forme vivante. Mais approchez-vous et vous trouverez quelque chose d'encore plus vivant. L'eau coule dans de doux murmures le long de canaux soigneusement creusés. Les semis flottent dans la brisée, à l'aube, la brume matinale drape le paysage comme un souffle s'élevant des narines du dragon. Ces terrasses n'ont pas été construites à la hâte. Leur histoire a commencé il y a plus de 700 ans lorsque les peuples Zhuang et Yao, des minorités ethniques ayant des liens profonds avec les montagnes, ont choisi d'apprivoiser les pentes plutôt que de les abandonner. Les terres planes étaient rares. Les machines étaient inexistantes. Et ils ont donc regardé la montagne et ont posé une question simple, comment nous nourrir ici? La réponse a pris des générations. Armés de peu plus que des outils en pierre et des paniers en bambou, ils ont sculpté les collines pouce par pouce, année après année. Avec chaque niveau construit, ils ont non seulement façonné la terre, ils lui ont appris à respirer avec eux. Les précipitations sont devenues une ressource. La pente est devenue une subsistance. Le riz, aliment de base, a commencé à pousser là où la gravité régnait autrefois. Et au fil du temps, les terrasses ont commencé à ressembler à un dragon au repos. Fort, éternel, sacré. C'était plus que de l'agriculture. C'était l'harmonie, un pacte silencieux entre les humains et la nature. Aucune partie de la montagne n'a été gaspillée et aucune partie n'a été forcée de se plier violemment. Au lieu de cela, les gens ont travaillé avec la terre, la façonnant en courbe et en ondulation, écoutant le vent, suivant l'eau. Aujourd'hui, l'épine dorsale du dragon nourrit encore des villages entiers. Mais plus que cela, elle nous rappelle ce que les patients peuvent construire. Dans un monde qui avance à toute vitesse, voici un dragon qui n'a jamais été chassé, seulement sculpté. Couche par couche, rêve par rêve. Se promener parmi les rizières en terrasse de Longis, c'est entrer dans un monde sculpté par la persévérance. Il n'y a pas d'illusion ici. Pas de traces de machines, pas de repères d'arpentage d'entreprise. Ce qui s'étend sur ces montagnes, ce sont les empreintes digitales de l'endurance humaine. Chaque courbe, chaque pente, chaque goutte d'eau a été disposée pierre par pierre avec des mains qui connaissaient le pouls de la terre. Il y a des siècles, lorsque les peuples Zhuang et Yao ont regardé pour la première fois ces collines escarpées et impitoyables, ils n'ont pas vu d'obstacle. Ils ont vu une opportunité. Les terres étaient déjà prises, les vallées fertiles déjà ensemencées. Mais ici, au milieu des pics accidentés, il y avait une possibilité. Si seulement ils pouvaient faire écouter la terre. Sans outils lourds, ils ont commencé, des pelles en bois, des houes en pierre, des paniers de boue et de gravats portés sur des dos usés par le temps. Lentement, des terrasses ont commencé à se former, des veines horizontales à travers la montagne maintenues en place par des murs de pierre empilés à la main. Ce n'étaient pas des coupes accidentelles dans la pente. Elles étaient calculées. Chaque niveau devait être parfaitement équilibré, non seulement pour retenir l'eau, mais aussi pour la transporter d'un niveau à l'autre sans gaspillage. Une erreur de calcul et une section entière pouvaient s'effondrer. Trop raide et l'eau se précipiterait. Trop plat et elle stagnerait. Ils ont donc mesuré non pas avec des règles, mais avec des générations d'intuition. Les enfants ont appris de leurs aînés. Les aînés ont regardé les saisons et la montagne, avec le temps, à céder, non pas avec soumission, mais avec confiance. Et le résultat, un paysage qui défie la nature en coulant avec elle. De la base de la vallée aux pics embrassés par les nuages,
ces terrasses s'élèvent comme un escalier en colimaçon vers le ciel. Elles reflètent la topographie avec élégance, presque comme si la montagne les avait fait pousser elle-même. Mais non, la montagne n'a pas façonné ces courbes. Les humains l'ont fait. Sans moteur, sans béton, sans diplôme d'architecture, juste du temps, juste des essais et des erreurs, juste la conviction que la terre, aussi escarpée soit-elle, peut être utilisée pour servir la vie. Aujourd'hui, les terrasses restent fonctionnelles, toujours cultivées, toujours réparées, toujours respectées. Pas de bulldozer, pas de raccourcis. Les vieilles habitudes survivent, non pas parce qu'elles résistent à l'avenir, mais parce qu'elles ont prouvé quelque chose de rare. Que la tradition, lorsqu'elle est enracinée assez profondément, peut survivre à toutes les tempêtes. Si l'épine dorsale du dragon est muscle et os, alors l'eau est son sang. Elle coule tranquillement, sans pompe ni moteur, traçant d'anciens canaux qui glissent des sources du sommet de la montagne dans chaque terrasse en contrebas. Cette chorégraphie hydraulique n'est pas un accident. C'est la vie secrète des terrasses, la raison pour laquelle elles ont perduré pendant des siècles. Au sommet de la montagne, l'eau de pluie et les sources naturelles sont capturées dans d'étroits fossés et des canaux en terre. De là, la gravité devient l'alliée silencieuse de l'agriculteur. L'eau descend de terrasse en terrasse, s'accumulant doucement dans chaque champ avant de se déverser dans le suivant. Cette conception fluide et harmonieuse garantit que chaque parcelle de riz reçoit ce dont elle a besoin. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de vanne, pas d'interrupteur. Le contrôle réside dans des portes subtiles faites de pierre ou de bois, ajustées à la main et par habitude. Si une terrasse déborde, elle peut inonder la suivante. Si l'une fuit, une sécheresse peut s'ensuivre. Et ainsi, les villageois, gardiens de ce système délicat, parcourent quotidiennement les crêtes, vérifiant, ajustant, écoutant le son de l'écoulement. C'est moins comme de l'agriculture et plus comme jouer d'un instrument. Une mauvaise note et toute la chanson est fausse. Mais l'eau fait plus que nourrir le riz. Elle reflète le ciel. Au printemps, lorsque les terrasses sont inondées pour la première fois, les galettes se transforment en verre. Elles reflètent les nuages, le soleil et même les étoiles par une nuit claire. Les visiteurs décrivent souvent le site comme surréaliste, comme si la montagne était devenue un miroir vivant reflétant à la fois le ciel et la terre. Puis vient l'été. L'eau s'épaissit avec des tiges vertes. La réflexion s'estompe, remplacée par le mouvement, les plants de riz ondoyant dans le vent comme une mer d'émeraude. En automne, l'eau scintille à travers l'or des grains mûris. Et en hiver, lorsque l'agriculture cesse, la neige et le gel remplacent le courant. Parle d'un dragon endormi dont le corps s'étend sur les crêtes. Sa colonne vertébrale s'élève en spirale, les terrasses elles-mêmes. Les habitants croient que les courbes de la montagne ne sont pas faites par l'homme, mais plutôt les écailles du dragon qui montent et descendent avec sa respiration. Lorsque la brume arrive de la vallée et recouvre les galettes de blanc, on dit que le dragon s'agite, respirant doucement dans son sommeil. Une autre histoire raconte comment les terrasses sont nées de la générosité divine. À une époque de famine, les ancêtres ont gravi les montagnes et ont prié les cieux. Émus par leur dévotion, les dieux ont envoyé la pluie et leur ont ordonné de tailler les collines en marche afin que le riz puisse pousser. Le peuple a obéi et le dragon est apparu pour guider leurs mains. Depuis lors, ils ont honoré la montagne avec respect, ne criant jamais dans les champs, ne coupant jamais d'arbres sans prière. Ces croyances ne sont pas écrites dans des livres. Elles vivent dans les chants entonnés lors de la plantation, dans l'encens brûlé avant une nouvelle saison de croissance, dans le silence gardé pendant les matins brumeux. Les enfants grandissent en entendant ces contes non pas comme un fantasme, mais comme une vérité ancrée dans la terre. Se moquer du dragon, c'est risquer de mauvaises récoltes. Manquer de respect aux esprits, c'est inviter aux inondations ou à la sécheresse. Il y a aussi des esprits dans l'eau. Certains agriculteurs font encore des offrandes avant de libérer l'eau de source dans les terrasses pour la première fois chaque année. Quelques gouttes de vin de riz, une prière murmurée à voix basse. Pas pour le spectacle, juste la tradition, aussi naturelle que de lasser une chaussure. Et que vous croyez ou non au dragon, quelque chose de sacré flotte dans l'air. Peut-être est-ce le silence. Peut-être sont-ce les nuages. Ou peut-être est-ce la tranquille certitude que cet endroit est plus qu'une œuvre humaine. C'est une histoire encore racontée, écrite non pas à l'encre, mais en pierre, en eau et en riz. Pendant des siècles, l'épine dorsale du dragon a été un secret gardé par les montagnes, éloigné, calme et connu seulement de ceux qui l'appelaient chez eux. Mais aucun lieu, aussi sacré soit-il, ne reste intact pour toujours. La route est arrivée, les fils ont suivi. Les touristes,
les appareils photo et les smartphones ont gravi les collines aux côtés des agriculteurs, et les terrasses, anciennes et usées, ont fait face à une question à laquelle elles n'avaient jamais eu à répondre auparavant. Comment survivre au monde moderne? Au début, il y a eu de l'inquiétude. Certains craignaient que la montagne ne soit vendue morceau par morceau à des promoteurs, que le béton ne remplace le bois, que la culture ne devienne un costume. Mais les habitants de Longy n'ont pas seulement enduré. Ils se sont adaptés. Non pas en abandonnant le passé, mais en tissant le présent dedans, un fil prudent à la fois. Les villageois ont commencé à ouvrir leurs maisons aux visiteurs, non pas en tant que centre de villégiature, mais en tant que séjours familiaux. Les visiteurs mangent des repas locaux, du riz gluant cuit à la vapeur dans du bambou, des légumes sauvages cueillis ce matin-là. Ils dorment dans des maisons en bois sur pilotis où les coqs annoncent encore le lever du soleil. L'expérience n'est pas organisée pour le spectacle. Elle est vécue, honnête, réelle. Et l'agriculture continue. Chaque saison, les habitants inondent encore les terrasses, plantent à la main, récoltent avec des fossiles lissés par le temps. Les enfants vont à l'école le jour, mais aident dans les champs au crépuscule. Le tourisme peut apporter des revenus, mais le riz apporte la vie. L'un soutient l'autre. Les deux sont essentiels. Certains jeunes villageois sont partis pour les villes, mais beaucoup reviennent. Il y a quelque chose de magnétique dans les terrasses, quelque chose de plus profond que la nostalgie. C'est le bruit de l'eau qui glisse à travers les canaux. La façon dont les étoiles se reflètent dans les galettes, la façon dont les montagnes enseignent la patience. Les festivals locaux sont devenus plus bruyants. Oui, il y a maintenant des microphones là où il y avait autrefois des tambours. Des panneaux en mandarin et en anglais se dressent à côté des sources sacrées. Mais les rituels ont toujours lieu. Les offrandes sont toujours faites. Les aînés dirigent toujours les chants. L'épine dorsale du dragon n'a pas résisté au changement. Elle l'a absorbé avec grâce, avec équilibre. Les terrasses restent non pas parce qu'elles sont figées dans le temps, mais parce qu'elles respirent avec le temps, se pliant, s'adaptant, mais ne se brisant jamais. À une époque où la tradition est souvent sacrifiée au profit du progrès, Longy est une preuve silencieuse que le progrès peut marcher doucement s'il le souhaite. Que les vieilles habitudes ont encore leur place dans le monde moderne, surtout quand elles sont aussi belles. L'épine dorsale du dragon n'est jamais le même endroit deux fois. À chaque saison, elle mue, transforme ses couleurs, change d'humeur. Alors que les villes changent en années, les terrasses changent en semaines, drapées non seulement de lumière, mais de rythme. Se tenir parmi elles pendant une année entière, c'est être témoin d'une montagne qui respire. Le printemps arrive comme un miroir. Les terrasses sont inondées en préparation de la plantation, et l'eau immobile reflète le ciel comme du verre argenté. Les nuages dérivent non seulement au-dessus, mais sous vos pieds. Les visiteurs parlent de marcher à travers le ciel. Les champs semblent vides, mais ils sont pleins de potentiel. Sous la surface, la vie s'agite. L'été apporte une explosion de verdure. Les pousses de riz s'étirent, hautes et droites, recouvrant les collines d'une cascade d'émeraude. De loin, les terrasses ressemblent à des rubans de velours qui roulent dans toutes les directions. L'air est chaud et humide. Les grenouilles appellent depuis les galettes. Les agriculteurs, les genoux dans l'eau, travaillent de l'aube au crépuscule, leurs chapeaux oscillant comme de minuscules voiles sur une mer de jade. L'automne est l'heure de la récolte dorée. Le riz mûrit et les terrasses s'enflamment au soleil, brillant de grains. Les chants ondulent dans le vent et les tambours résonnent à travers les villages. Les familles se réunissent. Des chansons sont chantées. Le riz gluant est cuit. Ce n'est pas seulement une saison, c'est une célébration. Le dragon, pleinement réveillé, offre sa générosité. L'hiver attire la montagne dans l'immobilité. La terrasse est vide. L'eau s'écoule. La neige tombe parfois, saupoudrant les marches de blanc doux. D'autres fois, le gel s'accroche au mur comme de la dentelle. Il n'y a pas d'outil dans le champ, pas de voix, seulement le silence. Le dragon dort, se reposant, attendant. Chaque saison écrit un poème différent. Le printemps reflète, l'été pousse, l'automne nourrit, l'hiver se repose. La beauté de Longy ne réside pas seulement dans sa forme, mais dans son cycle. Dans la façon dont il accepte le temps sans résistance. Dans la façon dont il se transforme tranquillement, sans jamais avoir besoin de s'annoncer. Les photographes chassent la lumière ici, espérant capturer quelque chose d'éternel. Mais les terrasses ne se figent pour personne. Elles bougent. Elles respirent. Elles nous enseignent doucement que la beauté n'est pas statique.
C'est un rythme, une pratique, une promesse renouvelée à chaque saison. Et ainsi, le dragon se tourne à nouveau, non pas avec un rugissement ou une flamme, mais avec de l'eau, du grain et du vent. En fin de compte, les terrasses sont plus que des champs. Elles sont un vœu, tranquille, courbé et sculpté à flanc de montagne. Une promesse transmise de main en main, de saison en saison, de génération en génération. L'épine dorsale du dragon n'est pas seulement une merveille d'agriculture ou un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque les humains choisissent de vivre avec la terre, pas contre elle. Il y avait des chemins plus faciles. Les ancêtres de Longy auraient pu déménager dans les vallées, chercher des terres plus plates, mais ils sont restés. Ils ont étudié la pente, écouté la pierre, suivi l'eau et, ce faisant, ils ont rendu l'impossible ordinaire, nourrissant des villages sur le flanc d'une montagne. Chaque courbe contient une leçon, non seulement sur le riz, mais sur la patience, sur l'héritage, sur le soin. Ces terrasses n'ont pas été construites en années, ni même en décennies. Elles ont pris des siècles. Il n'y a pas de raccourci vers l'harmonie, pas de machine qui puisse reproduire les connaissances gravées dans chaque mur de pierre par des mains calleuses et une persévérance tranquille. Et pourtant, rien en elles n'est figé. Les terrasses sont vivantes. Elles évoluent. Elles se plient avec la météo, avec les besoins des gens, avec la forme du monde. C'est leur secret. Elles n'ont jamais été rigides. Elles ont toujours été fluides. Même maintenant, alors que le monde moderne gravit les collines avec ses signaux et ses écrans, les terrasses restent ancrées. Elles changent, mais elles ne disparaissent pas parce que leurs racines ne sont pas seulement dans le sol. Elles sont dans l'histoire, dans le rituel, dans l'acte simple et durable de planter une graine et de faire confiance au ciel. Parcourir l'épine dorsale du dragon, c'est être témoin d'un contrat entre les humains et la terre. Un contrat signé avec de la sueur et du soleil, renouvelé à chaque récolte. C'est un rappel que le progrès ne signifie pas toujours vitesse et que la grandeur ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure comme un ruisseau glissant sur la pierre. Et c'est peut-être pourquoi les terrasses parlent à tant de personnes, des agriculteurs aux voyageurs en passant par les rêveurs, parce qu'elles représentent ce que nous avons presque oublié, que les choses les plus durables de ce monde ne sont pas construites avec la force, mais avec le rythme, l'humilité et le temps. Le dragon dort, les gens endurent et la montagne se souvient. La plupart des visiteurs de Gizeh lèvent les yeux vers le ciel, attirés par les silhouettes imposantes des pyramides et le regard du grand sphinx. Mais peu se demandent ce qui se cache en dessous. Sous le sable, sous le Nil, sous des siècles de courants oubliés. Car dans les eaux peu profondes près de l'ancien village d'Abu Rawash, à une courte distance du plateau de Gizeh, une étrange histoire s'agite. Elle parle de quelque chose d'énorme, d'érodé et d'ignoré. Un sphinx sous-marin. Les pêcheurs locaux en parlent depuis des générations. Une forme à dos lisse qui semble trop symétrique pour être naturelle. Une forme féline à moitié enfouie dans la boue et les sédiments gorgés d'eau. Lorsque les eaux du Nil se retirent pendant les sécheresses, des parties de celui-ci émergent. Des courbes de pierre, des rainures et ce que certains disent être un port sculpté, incroyablement usé, mais indéniablement façonné par des mains. Il n'est pas situé parmi les itinéraires touristiques. Il n'y a pas de panneaux indicateurs, pas de cordes de velours, pas de bus touristique tournant au ralenti à proximité. Juste une zone épaisse de roseaux, d'eau saumâtre et de silence. Les explorateurs qui s'y sont aventurés affirment que la Terre elle-même se sent différente, chargée, comme si la mémoire s'y accrochait. Sous la surface, les balayages sonars ont détecté des motifs géométriques et ce qui semble être des blocs placés avec intention. Mais ce qui surprend vraiment, ce sont les affirmations selon lesquelles cette figure, une formation semblable à un sphinx immergé près de Gizeh, pourrait être antérieure aux pyramides, non pas de quelques décennies, mais de plusieurs millénaires. Si cela s'avérait vrai, cela briserait la chronologie établie de la civilisation égyptienne. La chronologie dominante ancre le grand sphinx vers 2500 avenue Jésus-Christ. Mais cette forme sous-marine, si elle est réellement sculptée, pourrait appartenir à une époque où le Sahara était encore vert et où le Nil coulait sauvage à travers une terre plus humide et plus luxuriante. Les sceptiques, bien sûr, la rejettent comme une formation rocheuse mal identifiée. Du calcaire façonné par l'eau et des vœux pieux. Mais les rainures, les courbes, l'alignement avec les marqueurs célestes, tout cela invite plus de questions que de réponses. Le site reste non fouillé. Les archéologues officiels l'ont largement ignoré. Peut-être n'est-ce rien. Peut-être est-ce tout. Une relique non seulement du passé de l'Égypte, mais d'un monde perdu à l'inondation et au temps. Pour l'instant, ce que l'on appelle le sphinx sous-marin reste silencieux, non endormi, attendant.
Et s'il pouvait parler, on se demande quel secret il raconterait et pourquoi tant de gens semblent déterminés à ne pas écouter. La légende du sphinx sous-marin est passée du folklore murmuré à la curiosité mondiale dans les années 1980. C'est alors que quelques chercheurs indépendants et plongeurs ont commencé à publier d'étranges rapports. Des récits d'une figure massive au corps de lion partiellement immergé près du plateau de Gizeh. Les premières photographies étaient granuleuses, non concluantes et souvent rejetées. Mais elles ont déclenché quelque chose qui ne pouvait pas être remis dans la bouteille. La curiosité et, plus dangereusement, le doute. L'un des premiers défenseurs les plus véhéments était un égyptologue amateur qui affirmait avoir vu un monument patiner profondément sous les couches de limon et d'inondation pendant une brève période de sécheresse. Selon lui, la figure n'était pas un rocher isolé ou une astuce d'érosion. Elle avait de la géométrie, des jambes, de la symétrie, même la faible suggestion d'un visage sculpté. Naturellement, cela remettait en question le récit traditionnel. L'égyptologie en tant que discipline repose sur la structure et les chronologies établies. La plupart des érudits situent la construction des pyramides de Gizeh et du Grand Sphinx vers 2500 avenue Jésus-Christ sous le règne du pharaon Khéphren. La suggestion d'un autre sphinx, plus ancien et partiellement submergé, nécessiterait de repenser non seulement l'histoire égyptienne, mais la chronologie de la civilisation humaine elle-même. Les universitaires traditionnels ont répondu avec prudence, voire avec dédain. Sans fouilles évaluées par des pairs, datation au carbone ou études stratigraphiques, l'affirmation ne pouvait pas être prise au sérieux. Beaucoup ont soutenu que ce que l'on appelle le sphinx sous-marin était probablement une formation naturelle. Du calcaire érodé par des milliers d'années d'inondation du Nil et d'érosion des sédiments. En Égypte, ont-ils souligné, la nature imite souvent l'intentionnel. Le vent, l'eau et le temps sont des sculpteurs compétents. Mais les photos ont continué de circuler. Les lectures sonars ont continué à montrer des motifs étranges. Trop réguliers, trop lisses, trop suggestifs. Et puis sont arrivés les théoriciens. Des auteurs, des cinéastes et des historiens marginaux ont commencé à construire des histoires autour du mystère. Que le sphinx était une relique d'une civilisation oubliée, peut-être atlante, peut-être égyptienne prédynastique, perdue dans une inondation qui a nettoyé le Sahara. Ils ont souligné les motifs d'érosion de l'eau sur le grand sphinx original, ont plaidé pour des technologies perdues et ont laissé entendre que ce qui se trouvait sous le Nil pourrait être bien plus ancien que ce que la mémoire acceptée permet. Le débat s'est intensifié, mais le terrain est resté immobile. Aucune fouille officielle n'a été lancée. Aucun musée ne l'a revendiqué, et le sphinx, si c'est bien ce que c'est, est resté là où il avait toujours été, enfoui dans le limon, pris entre le mythe et la boue. L'idée que quelque chose près de Gizeh puisse être antérieure aux pyramides n'est pas seulement provocatrice. C'est révolutionnaire. Si le sphinx sous-marin est plus que de l'érosion ou une coïncidence, alors l'histoire de l'Égypte n'a pas commencé sous la 4e dynastie. Elle a commencé avant cela, profondément dans la préhistoire, lorsque le Sahara était une savane verdoyante et que le Nil errait plus large, plus sauvage et moins prévisible. Cette possibilité a gagné du terrain dans les années 1990 lorsque le géologue Robert Schoch a étudié le Grand Sphinx lui-même. Il a soutenu que l'altération verticale profonde sur l'enceinte du sphinx n'était pas causée par le vent et le sable, mais par des précipitations anciennes fortes et soutenues, qui n'avaient pas touché le plateau de Gizeh depuis au moins 7000 avenue Jésus-Christ, ce qui a repoussé la date possible du sphinx de milliers d'années. Bien avant que les premiers pharaons ne gravent des noms dans la pierre. Si l'eau a façonné le sphinx original, l'eau aurait-elle pu aussi cacher un frère ou une sœur encore plus anciens? Ce que l'on appelle le sphinx sous-marin se trouve dans une région plus basse près des anciens plans d'inondation. Certaines images satellites et radars à pénétration de sol suggèrent des fondations possibles, des contours rectangulaires et une mise en forme délibérée, tous enfouis sous le limon et l'eau saisonnière. Ces signes laissent entendre que le site n'est peut-être pas seulement plus ancien que le sphinx. Il pourrait provenir d'une époque où rien en Égypte n'était encore en hiéroglyphes. Les partisans de la théorie soulignent les chapitres manquants de l'Égypte, le fossé entre la fin de l'ère glaciaire et l'ascension des premières dynasties. Pendant cette période, le Nil a changé de cours. Le Sahara est passé de prairies humides à un désert sec, et des civilisations ont peut-être surgi et disparu, non documentées et effacées. L'idée qu'un ancien peuple pré-littéraire puisse avoir façonné un monument de cette échelle semble invraisemblable aux historiens traditionnels. Mais Göbekli Tepe en Turquie a été construit vers 9600 avenue Jésus-Christ par des chasseurs-cueilleurs. Il présente des piliers mégalithiques avec des animaux sculptés, antérieurs à Stonehenge de plusieurs milliers d'années. L'Égypte pourrait-elle détenir un secret similaire?
Une culture ancienne qui a marqué la Terre avec de la pierre bien avant que le papyrus ne porte leurs histoires. Si le sphinx sous-marin a été construit à une telle époque, cela changerait tout ce que nous savons de l'histoire humaine. Cela suggérerait non seulement des ruines oubliées, mais un âge oublié. Un âge qui a peut-être murmuré au bâtisseur de Gizeh, laissant derrière lui plus qu'un mythe, peut-être un monument noyé puis oublié. La pierre ne ment pas, elle se souvient. Et autour du site du soi-disant sphinx sous-marin, elle raconte une histoire silencieuse mais persistante, non seulement du temps, mais aussi de l'eau. Des couches de sédiments, des marques d'érosion et des schémas d'inondation laissent entrevoir une histoire bien antérieure à ce que le désert ne devienne sec. Bien avant que le Nil ne s'installe dans son cours familier, bien avant que les pharaons ne gravent leur nom dans l'histoire. Les géologues qui ont examiné des photographies et des données du site près d'Abu Rawash notent des marques d'érosion particulières, des rainures lisses et arrondies qui suggèrent une exposition prolongée à l'eau courante. Pas le vent, pas le sable, mais les précipitations et les forces de mouvement absentes de cette région depuis des milliers d'années. Des arguments similaires ont été avancés au sujet du grand sphinx lui-même, en particulier son mur d'enceinte. Les critiques de la chronologie standard soulignent que les profondes fissures verticales que l'on voit sur la tranchée environnante du sphinx ne ressemblent pas du tout à l'érosion éolienne. Elles imitent les précipitations. De fortes pluies préhistoriques soutenues. Maintenant, sur le site possible du sphinx sous-marin, nous voyons la même signature, seulement cette fois cachée sous un bassin d'inondation peu profond. Pendant les périodes de faible débit du Nil ou lors des excavations, des parties de la structure seraient en vue, des dos bossus ressemblant à des lions, des épaules et une fondation qui semble trop plane pour être naturelle. Les chercheurs qui ont étudié la région notent que le bassin est géologiquement actif, avec une forte teneur en argile et des preuves de nappes phréatiques anciennes fluctuant violemment. La pierre y est fortement usée, mais pas au hasard. L'usure suit la forme de la structure elle-même, coulant dans des lignes qui suggèrent une sculpture délibérée puis une noyade. Certaines couches de sédiments autour du site remontent à l'Holocène précoce, lorsque l'Égypte était plus humide, plus verte et sujette à des inondations massives. Si un monument avait été sculpté alors, il aurait pu rester debout pendant des siècles avant d'être avalé par la boue, oublié par les populations en mouvement et enterré sous le limon errant du Nil. Les sceptiques soutiennent que tout cela est une coïncidence. Des formations naturelles transformées en mythes par des yeux pleins d'espoir. Mais l'eau ne crée pas de symétrie. Elle ne sculpte pas de pores. Elle ne crée pas de fondations alignées ni ne fait écho à la géométrie d'un sphinx connu à seulement quelques kilomètres de là. Ainsi, la question s'approfondit. Si l'eau a effacé ce monument de la vue, qu'a-t-elle emporté d'autre avec lui, et plus urgent encore, quelle part de l'histoire reste encore cachée sous la surface? Si le sphinx sous-marin est vraiment là, silencieux, sculpté et ancien, pourquoi n'a-t-il pas été fouillé, pourquoi reste-t-il sous des couches de boue et de silence, survolé par les archéologues, ignoré par les gouvernements et laissé au courant? La réponse, comme l'artefact lui-même, se trouve sous la surface. Les institutions archéologiques égyptiennes sont protectrices, à juste titre. La nation protège son héritage ancien avec des protocoles rigides, des règles d'excavation strictes et une insistance sur le consensus académique. Fouiller n'importe quel site, en particulier un site qui remet en question la chronologie traditionnelle, nécessite des permis, des financements, une supervision internationale et, surtout, l'approbation institutionnelle. Et cette approbation repose souvent sur une règle tacite, ne réécrivez pas l'histoire de l'Égypte sans une montagne de preuves indéniables. Et c'est là le problème. Le soi-disant sphinx sous-marin n'a jamais fait l'objet d'une fouille officielle parrainée par l'État. Des chercheurs indépendants, des universitaires étrangers et des théoriciens marginaux ont étudié la région, mais sans soutien formel, leurs conclusions restent anecdotiques, suggestives, mais non concluantes. Il y a aussi la question du Nil lui-même. Le fleuve n'est pas une caractéristique statique. Il inonde, se retire et se déplace au fil des décennies. Le site où le monument est censé reposer est sujet aux inondations, souvent submergé pendant une grande partie de l'année. L'excavation nécessiterait de drainer la zone, de détourner l'eau, de protéger les écosystèmes voisins et de gérer les dommages structurels causés par des siècles de pression des sédiments. Cela seul prendrait des années, voire des décennies. Ensuite, il y a les facteurs politiques. Une découverte de cette ampleur, si elle est validée, perturberait plus que les chronologies universitaires. Elle pourrait remettre en question les récits établis, contrarier la fierté nationale et attirer un engouement médiatique que l'Égypte ne serait peut-être pas impatiente d'accueillir. Le ministère des Antiquités préfère promouvoir les découvertes qui renforcent la grandeur de l'Égypte, et non remettre en question son histoire fondatrice.
Certains murmurent que certaines institutions pourraient déjà en savoir plus qu'elles ne le révèlent. Que des études préliminaires ont été faites en silence, à huis clos. Mais sans les registres publics, les conclusions évaluées par des pairs ou les annonces gouvernementales, ces affirmations dérivent vers la conspiration. Et ainsi, le monument reste enterré. Que ce soit par accident ou par dessein, il dort sous la boue et le scepticisme. C'est une étrange ironie que dans un pays obsédé par la préservation de son passé ancien, l'un de ses plus grands mystères puisse être caché à la vue de tous, non revendiqué, non étudié et intact par les archives officielles du temps. Mais rien ne reste enterré pour toujours. Pour les anciens Égyptiens, le sphinx était plus qu'une sculpture. C'était un symbole, en partie gardien, en partie dieu, en partie mystère. Avec le corps d'un lion et la tête d'un homme, le sphinx représentait la force fusionnée à la sagesse, la puissance physique domptée par l'esprit royal. C'était une sentinelle cosmique placée au seuil où le divin rencontrait le mortel. Le plus célèbre, bien sûr, est le grand sphinx de Gizeh. S'élevant à 66 pieds de haut, il a gardé le plateau pendant plus de 4000 ans, faisant face au soleil levant, veillant sur les tombes des pharaons. Son origine exacte est encore débattue. Certains disent qu'il a été construit par Khéphren. D'autres soutiennent qu'il peut être bien plus ancien, son visage ayant été resculpté au fil du temps. Alors, que signifierait l'existence d'un deuxième sphinx, caché, usé par l'eau et peut-être plus ancien, à quelques kilomètres de là? Cela changerait tout. Aucun document connu ne parle de sphinx jumeaux à Gizeh. Les textes anciens sont silencieux. Mais dans la tradition gréco-romaine ultérieure, il est fait mention de gardiens placés en équilibre, flanquant les espaces sacrés. Dans l'architecture égyptienne, la symétrie est sacrée. Les temples ont souvent des statues jumelles, des obélisques jumeaux, des avenues de lions jumelles. Pourquoi pas des sphinx jumeaux? Certains chercheurs soutiennent que le soi-disant sphinx sous-marin pourrait ne pas être une copie, mais l'original, un prototype, une version prédynastique reproduite plus tard à plus grande échelle. Si cela est vrai, cela suggère que l'idée du sphinx ne vient pas des constructeurs dynastiques, mais d'une culture oubliée dont les mythes ont été transmis, adoptés et raffinés. Et si le monument est antérieur à l'écriture, il peut ne pas être lié à l'idéologie du pharaon. Son but aurait pu être astronomique, rituel ou même commémoratif, marquant un événement, une inondation ou un dieu oublié. La forme du lion elle-même n'est pas un accident. Dans l'Égypte ancienne, les lions représentaient l'horizon, la porte de l'aube et du crépuscule. Un sphinx faisant face à l'est observe la renaissance du soleil éternellement. En sculpter un, c'était figer cet acte sacré dans la pierre. Maintenant, imaginez un sculpté avant que les pyramides ne soient alignées, gardant, attendant. Cela ne réécrirait pas seulement l'histoire. Cela redéfinirait le mythe de l'Égypte elle-même, non pas comme le début de la civilisation, mais comme le dernier écho de quelque chose d'encore plus ancien. Et le fait que ce symbole puisse dormir sous l'eau rend d'autant plus approprié pour un gardien des mondes perdus. Alors que les murmures du sphinx sous-marin résonnent de plus en plus à travers le monde, une division silencieuse s'est ouverte, une division qui s'étend plus profondément que les sédiments ou la pierre. D'un côté se tient l'égyptologie traditionnelle, prudente, structurée et enracinée dans le consensus académique. De l'autre, une communauté croissante de chercheurs indépendants, d'historiens alternatifs et d'esprits curieux qui croient que quelque chose d'extraordinaire est négligé. Les universitaires traditionnels insistent sur les preuves, les études évaluées par des pairs, la stratigraphie, les inscriptions et les dates radiocarbone. Leur inquiétude n'est pas injustifiée. L'Égypte est remplie de formations rocheuses naturelles qui ressemblent à des formes humaines ou animales, et les identifier à tort peut conduire à une désinformation. L'archéologie, après tout, doit être prudente. Le passé est fragile. Il ne peut pas être reconstruit une fois brisé par des mains négligentes ou un battage médiatique. Mais pour d'autres, la prudence est devenue complaisance. Les enquêteurs indépendants, dont beaucoup sont des scientifiques ou des ingénieurs formés en dehors du domaine, soutiennent que le sphinx sous-marin et d'autres anomalies similaires méritent une étude plus approfondie. Ils pointent vers des images satellites à haute résolution qui montrent une symétrie non naturelle, vers des balayages lidar qui détectent des fondations rectangulaires sous des couches de boue, vers des schémas d'érosion qui semblent façonnés non pas par le chaos, mais par le dessin. Ils remettent également en question les motivations politiques du silence. Les dollars du tourisme affluent à travers les monuments bien battus. Un nouveau sphinx, en particulier un qui menace la chronologie acceptée, pourrait perturber le récit et l'autorité de l'Égypte. La crainte, suggère-t-il, n'est pas d'une fraude, mais de réécrire tout. Des livres, des documentaires,
des podcasts et des conférences présentent maintenant régulièrement le sphinx sous-marin. Il est devenu un symbole de l'histoire cachée, utilisé à la fois comme cri de ralliement et comme conte de mise en garde. Les partisans appellent à une fouille ouverte, les détracteurs mettent en garde contre la pseudo-science. La vérité, comme toujours, se perd au milieu, enfouie sous des voies aussi épaisses que le limon du Nil. La division n'est pas seulement académique. Elle est émotionnelle. Elle parle de la façon dont nous abordons le passé. Faisons-nous confiance seulement à ce qui a été confirmé ou suivons-nous les indices laissés juste hors de portée? Le sphinx sous-marin force cette question à l'ouverture. Ce n'est pas seulement un rocher ou une relique. C'est un test décisif pour savoir à quel point nous sommes autorisés à être curieux. Et tant qu'il restera déterré, les deux camps continueront de se disputer au-dessus d'un monument qui ne dit rien mais qui pourrait tout changer. Il y a quelque chose de troublant dans un mystère enterré à la vue de tous, surtout quand il porte le visage d'un lion et regarde la boue avec un silence ancien. Le soi-disant sphinx sous-marin près de Gizeh peut être réel ou non, mais son attrait est indéniable. Il remue quelque chose en nous. Un désir non seulement de découvrir, mais de se souvenir. Parce qu'au fond, l'histoire d'un monument oublié puise dans quelque chose de plus ancien que l'archéologie. Le sens humain de la perte. Nous avons toujours vécu à côté de ruines. Les villes tombent. Les langues meurent. Les civilisations disparaissent sous les vagues, le sable et les cendres. Nous nous tournons vers le passé non seulement pour des réponses, mais pour l'identité. Qui étions-nous, jusqu'où nos histoires remontaient et qu'avons-nous oublié dans notre course vers le progrès? Si le sphinx sous-marin est réel, s'il a été sculpté par des mains avant l'histoire écrite, il devient plus qu'une relique. Il devient une voix d'un chapitre dont nous ignorions l'existence. Un marqueur d'un âge où les gens comprenaient peut-être les étoiles différemment, honoraient la Terre plus intimement ou portaient une mythologie que nous ne pouvons que deviner. Certains croient qu'il appartient à une culture préhistorique avancée perdue à cause d'une catastrophe mondiale, une théorie souvent rejetée comme marginale. Mais que ce soit vrai ou non, la gravité émotionnelle demeure. Imaginez un monument sculpté bien avant les pyramides, submergé par la montée des eaux puis effacé, c'est confronté à la fragilité de la civilisation. Et c'est peut-être pourquoi l'histoire persiste. Elle nous rappelle que le temps n'est pas linéaire, que les empires sont temporaires, que même la pierre peut disparaître si le fleuve coule assez longtemps. Mais plus important encore, elle nous rappelle que la découverte n'est pas terminée, que la Terre recèle encore des secrets non écrits dans les manuels scolaires. À une époque définie par des réponses instantanées et des données mondiales, le sphinx sous-marin est une chose rare, une question sans réponse, une possibilité, un mystère pas encore résolu par des drones ou des algorithmes. Et qu'il s'avère être une roche naturelle ou un monument oublié, il a déjà de la valeur parce qu'il nous fait nous interroger. Nous interroger sur le fait que le passé est peut-être plus profond que nous le pensions. Nous interroger sur le fait que le mythe détient la mémoire. Nous interroger sur ce qui se trouve juste sous la surface, en attendant que quelqu'un écoute. Le sphinx sous-marin de Gizeh, qu'il soit sculpté ou accidentel, confirmé ou rejeté, reste là où il a toujours été, sous la surface, sous la boue, l'eau, le poids du temps. Il n'a pas de plaque, pas de nom, pas de projecteur. Et pourtant, il parle doucement en l'absence de réponse. Pour chaque monument que nous avons déterré en Égypte, il y en a d'autres encore enterrés, encore en attente. Certains sont trop fragiles pour être découverts. D'autres sont perdus à cause d'une île en mouvement, noyés sous des couches de limon et de secrets. Et quelques-uns, comme celui-ci, se trouvent à la vue de tous, ignorés non pas parce qu'ils manquent d'importance, mais parce qu'ils posent des questions auxquelles nous ne sommes pas encore prêts à répondre. C'est peut-être ce qui rend le sphinx sous-marin si puissant. Non pas sa taille, non pas son âge. Mais son silence. Il nous force à confronter les limites de ce que nous savons et l'inconfort de ce que nous pourrions avoir négligé. En vérité, il ne sera peut-être jamais fouillé. La politique, le financement et la tradition forment des murs plus hauts que n'importe quelle tombe. Mais cela ne signifie pas qu'il est sans importance. Bien au contraire. L'obscurité même du monument en a fait un miroir, reflétant non seulement ce qui est enterré, mais ce que nous choisissons de nous souvenir et ce que nous choisissons d'oublier. Il nous rappelle également que l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est un puzzle vivant, dispersé sur les paysages et les rivages, en attendant un changement de marée, un changement de pensée ou une question courageuse pour remuer la poussière. Peut-être qu'un jour, l'eau se retirera et la forme complète se lèvera, les yeux et tout. Peut-être que le radar confirmera ce que le mythe soupçonne depuis longtemps. Ou peut-être que le mystère restera,
transmis de génération en génération comme un murmure entre les pierres. Mais que ce soit un monument ou un mirage, le sphinx sous-marin remplit déjà son plus grand objectif. Il remue l'imagination. Et dans un monde noyé dans la certitude, c'est peut-être son plus grand cadeau. Parce que peut-être que les choses les plus anciennes ne sont pas seulement enterrées dans le sable ou le temps. Peut-être qu'elles sont enterrées en nous, dans notre besoin d'explorer, de nous souvenir et de croire qu'il existe quelque part, sous les vagues ou le désert, le passé respire encore et attend toujours d'être trouvé.